Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargame Studio, votre chaîne d'armes battle vidéo et la peinture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pride pour la lecture et l'analyse du Battle Tome d'Author of Cain. Je pense que ça a vraiment surpris tout le monde puisqu'en fait ce Battle Tome a été annoncé lors d'une reveal qui était cul à cul avec la sortie du dernier Broken Realms, Moratti. Donc on va essayer de pas trop parler, on va dire, de l'orientation commerciale, de sortir un supplément qui porte le nom d'un personnage et juste derrière sortir un Battle Tome de l'armée. Ça fait que des petits gars comme toi ont été obligés de sortir 2 fois leur petite carte bleue pour s'acheter leur livre. Ça serait, vu de la conjoncture, beaucoup trop facile aujourd'hui que de tirer sur l'ambulance qu'est Game Workshop par rapport aux livraisons, par rapport justement à cette sortie coup sur coup où finalement on n'a même pas tellement pu jouer et on a été obligé d'acheter 2 bouquins. On va donc se focaliser vraiment sur ce que contient ce Battle Tome avec 2 optiques, celle du joueur historique avec une armée qui t'a permis aussi justement de passer en équipe de France et de faire des grosses performances à l'échelle nationale, et aussi sur un regard peut-être vers demain, puisque il y a des nerfs, il y a des ups, mais finalement ce genre de vidéo doit être un petit peu intemporel par rapport aux versions, et donc ne doit pas comparer avec le passé, mais uniquement dire ce qui est jouable présentement. Toi, justement, avant de rentrer dans cette analyse objective, qu'est-ce que t'en as pensé et surtout qu'est-ce que t'en attendais? Ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. En fait, on va avoir 2 lectures quand on va découvrir ce Battle Tome-là, qui est plus une amélioration de l'ancien Battle Tome existant, ou en tout cas une remise à niveau du Battle Tome plutôt qu'un nouveau Battle Tome. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui ont changé. Comme tu as dit, il y a des petits ups, il y a des petits nerfs. Il y a un ajustement des règles par rapport à ce qu'est la V2. On a vu quand même que historiquement, ce Battle Tome était très centré sur, on va dire, les troupes humanoïdes, les Witch, les Sisters. Les serpents étaient un peu mis de côté. Ça s'est rééquilibré avec les manuels généraux, ça s'est un peu rééquilibré avec Broken Realms, mais là, la bascule est passée de l'autre côté, où les Melusai sont quand même un peu au-dessus des troupes humaines qui ont subi plus de nerfs. Ça, mis à part, il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans ce Battle Tome-là. Et encore une fois, ce que tu disais, c'est qu'il y a 2 niveaux de lecture. Il y a historiquement ce que c'était, et là, on peut avoir une petite déception par rapport à ce que c'est devenu, avec un certain nombre de nerfs qui changent beaucoup le gameplay et l'ADN de l'armée, qui n'ont pas été compensés par des nouveautés. Et après, on se met aussi à la place du joueur qui va découvrir ce Battle Tome-là, qui ne sait pas ce qu'était Author of Cain avant, et qui va avoir un Battle Tome qui est globalement très équilibré, qui est pas forcément très puissant, mais qui est très équilibré. C'est appréciable aussi. En tout cas, c'est exactement ça. Pour moi, quelqu'un qui ne connaissait pas l'armée, l'univers d'Age of Sigmar, qui va avoir envie de se lancer justement dans cette unité assez unique par son style graphique, justement un petit peu serpentin et ainsi de suite, qui est assez impressionnant. Ce qui est complètement intéressant, lui va être très content de ce livre, parce qu'au niveau justement des nuances de couleurs qui sont utilisées, des polices, on est ce sur quoi Game Workshop sait faire, à savoir du très beau bouquin. Les War Scrolls sont beaux et ainsi de suite. Là où moi j'étais un petit peu déçu, on voit beaucoup d'anciens visuels, des anciens Battle Tome de cette armée-là, finalement que 4 à 6 repris de Broken Realms, et on sent quand même une différence au niveau des photos et de la mise en avant des figurines, où il y a une patte un petit peu old school, et quand on voit justement les derniers BT qui sont sortis, ça sublimait encore plus les figurines. Là, ça les montre seulement. Ensuite aussi, là où je trouve qu'il y a une complexité de lecture, c'est justement sur la non-traduction des noms des unités. Alors c'est assez rigolo, puisque pour voir le contexte global de Warhammer 40 000, qui aujourd'hui traduit tout, on l'a vu avec le codex Death Guard, ou non justement on l'a pas vu, mais en tout cas, on l'a entendu, toutes les unités ont été intégralement traduites. Alors, c'est bien et c'est pas bien, le curseur est peut-être à mettre entre les deux. Là, on est 100% à l'inverse, puisque tout est resté en anglais, et il y a quand même énormément de War Scroll, et pour le coup, je trouve que justement, c'est assez difficile à lire, et on le verra, je vais certainement beaucoup bégayer. Ce qui est appréciable dans ce bouquin-là, tu disais par rapport à Broken Realms Moratti, c'est qu'en fait, quand Broken Realms est sorti, on avait donc l'ancien Battle Tome d'Author of Cain, on avait besoin du bouquin Moratti, on avait besoin des War Scrolls d'une nouvelle unité qui était sortie dans Catacombs, on avait besoin de la bande de Shadespire avec le War Scroll qui était dedans, on avait besoin de la boîte Shadow and Pain parce que les nouveaux Melusai, il y avait des nouveaux War Scrolls qui n'étaient que dans Shadow and Pain, on avait quand même besoin de 5 suppléments pour avoir toutes nos règles. Là, on a tout dans ce Battle Tome-là, qui est, on va dire, une grosse mise à niveau des docs plutôt qu'un tout nouveau Battle Tome. Avant de rentrer dans le détail de ce Battle Tome et donc dans les aptitudes d'allégeance, comment est-ce que tu définirais le style du jeu d'Author of Cain pour quelqu'un qui aurait juste kiffé les figurines? Alors ça reste une armée d'infanterie qui est quand même basée sur des régiments donc de troupes humanoïdes ou de Melusai, et avec beaucoup de synergie que les personnages vont apporter sur des buffs, des sorts, des prières, ce genre de choses qui vont apporter vraiment quelque chose. Amen, mon révérend Pride. À ce niveau-là. C'était une armée qui était vraiment basée sur un très bon control map, c'est-à-dire la possibilité vraiment de mettre des unités partout sur la table pour tenir les objectifs. Aujourd'hui, je pense que cet ADN a un petit peu changé parce que logiquement, vu qu'on est vraiment dans l'ère de la V2, toutes les aptitudes, et ça c'est normal, sont passées en entièrement A. C'est-à-dire que tu peux plus faire tes cordons de l'espace avec tes persos qui étaient en retrait. Maintenant, tu dois vraiment être proche de tes unités pour les buffer, ce qui va un petit peu changer le gameplay parce qu'on peut plus autant s'étaler sur la table. On va toujours jouer des hordes d'infanterie ou des hordes un peu plus petites de serpents, mais qui vont être maintenant paqués autour des personnages pour bénéficier de tous ces buffs. Donc on a un peu perdu le côté projection. Maintenant, on a quand même toujours des aptitudes uniques. Moratti, qui est un personnage qui est quand même vraiment spécial, et un gameplay qui est basé sur donc des régiments d'infanterie forts, qui saturent énormément. Ça reste une armée de saturation, avec peu de très grosses attaques
mais tu vas acheter beaucoup de dés. C'est ça la saturation. Avec quand même pas mal de fiabilisation, même si on en a un petit peu moins qu'avant, pour essayer justement d'infliger le plus de dégâts possible à l'adversaire et de lui faire rater le plus de sauvegardes possible. Voilà. Le curseur entre le corps à corps et le tir a un petit peu changé par rapport à ce qu'était le Battle Tome avant, où tu n'avais quand même aucune unité de tir. Maintenant, tu as une unité de tir qui sont quasiment des archers luminettes qu'on migrait dans ce Battle Tome-là, qui est une unité qui met des blessures mortelles au tir, qui sonne aujourd'hui à première lecture comme étant une des meilleures unités du Battle Tome, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est bien de pouvoir découvrir cette unité-là. Ce serait bien qu'on n'ait pas non plus la possibilité de trop en abuser, c'est ce qu'on va voir juste après. Pour maintenant parler et réchauffer ou découvrir pour certains justement les aptitudes d'allégeance. Pas beaucoup de changements avec la règle apôtre du dieu du meurtre. On va avoir les rites de sang. Ça va être des règles qui vont se cumuler au fur et à mesure des rounds, puisque round 1, vous allez avoir soif de sang effrénée, vous pouvez relancer les jets de course de 1. Round 2, en plus, vous allez débloquer fureur insensée, vous pouvez relancer les jets de 1 lorsque vous faites un jet de charge pour l'unité. Round 3, rage zélatrice, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques d'armes de mêlée de cette unité. De plus, les avatars de Kane sont automatiquement activés, puisque ça normalement c'est sur un 3+. Round 4, vous allez avoir force du massacreur, vous pouvez relancer les jets de blessure de 1 pour les attaques d'armes de mêlée de cette unité. Et round 5, ferveur intarissable, vous pouvez relancer les jets de sauvegarde de 1 contre les attaques qui ciblent une unité. En outre, ne faites plus de test de déroute. En plus de ça, vous allez avoir tout le temps la foi fanatique, puisque à chaque fois que vous allez subir une blessure ou une blessure mortelle sur une unité d'Author of Kane, ça veut dire toutes les unités qui sont présentes dans ce bouquin, alors vous jetterez un dé et sur un 6, cette blessure sera annulée. Aucun changement par rapport à avant, c'est-à-dire que les règles sont stricto sensus qu'elles étaient dans l'ancien Battle Tome. Maintenant, leur lecture est un tout petit peu différente, notamment au niveau des tours 4 et des tours 5. Donc la possibilité de relancer les 1 pour blesser, et la possibilité d'être immunisé à la braverie au tour 5. C'était des règles, concrètement, avant, on n'en avait pas besoin parce que d'autres bonus nous donnaient ça de manière beaucoup plus fiable. Aujourd'hui, ces bonus ont pris quand même un gros coup derrière la nuque, ce qui fait que la règle d'aptitude générique de l'allégeance de l'armée a un impact qu'elle n'avait pas avant parce que tu le compensais et même tu le surcompensais. Voilà. Aujourd'hui, comme c'est moins le cas, ces règles gagnent un petit impact. Maintenant, il n'y a aucun changement, ce qui est un tout petit peu dommage. En tout cas, c'est quand même super positif. C'est un pendant, on va dire, des Drukhari sur Warhammer 40 000 avec la puissance vient de la douleur ou la douleur vient de la puissance, je ne sais plus lequel des deux. Le fait est quand même que c'est génial d'avoir une unité qui, tout comme la marée des Idonettes, va justement monter en puissance et le gameplay va s'adapter au fur et à mesure des tours. À voir s'il n'est pas trop tard sur la fiabilisation des blessures quand on est justement en round 4. Choisir soi-même ses traits de seigneur de guerre et ses artefacts, ou alors choisir avec des sous-allégeances pour ça. Alors ça, c'est une des vraies bonnes surprises de Battle Tome là, c'est une doléance qu'on retrouve assez souvent, je pense aux Ossiarch par exemple, ou ce genre de Battle Tome là, où on avait une sous-allégeance qui était nettement au-dessus des autres. Là, il y en a 6, donc 4 anciennes qui ont été retravaillées pour le coup assez en profondeur, une qui a migré de Broken Ring Moratti et une complètement nouvelle. Et la vraie bonne surprise, c'est qu'il y en a au moins 4 qui me paraissent très jouables. Et ça, c'est vraiment agréable parce qu'on va pouvoir adapter notre gameplay. Donc des fois, elles sont basées autour d'un mécanisme de l'armée, par exemple les prières. Des fois, elles sont basées vraiment autour d'une unité ou d'un type d'unité. Ça, c'est vraiment agréable. On découvre ensuite ensemble les traits de commandement. On va avoir 3 familles. On va avoir le paragon du meurtre pour les héros génériques. On va avoir les maîtresses de la magie du sang pour les médusas magiciennes. Et on va avoir la main droite de Moratti, t'as compris, qui elles sont pour les médusailles corps à corps. On va pas nécessairement rentrer dans le détail de l'ensemble de ces traits, puisque pour rappel, on va très souvent jouer déjà des temples, que ceux-ci nous forcent à utiliser justement sur son général un trait de commandement, et qu'on n'a pas moyen d'en avoir d'autres. Contrairement aux artefacts, où là pour le coup, si on joue un bataillon, non seulement on gagne un petit PC, et en plus de ça, on va gagner la possibilité de prendre un deuxième artefact. Donc comme les temples semblent quand même assez indispensables, et qu'en plus ils sont bons, ils sont gratifiants à jouer, puisqu'ils orientent des gameplays, et ainsi de suite, on va pas tellement se focaliser là-dessus. Ces traits de commandement sont tous relativement corrects. Maintenant, il n'y en a aucun qui sort vraiment du lot et qui nous donnerait envie de se priver des excellentes règles des temples pour aller le chercher. Donc globalement, je pense que ça va se limiter vraiment sur des choix où on décide de ne pas jouer un temple parce qu'on a envie de jouer l'entièreté par exemple de sa collection et qu'aucun des temples ne nous plaît particulièrement pour customiser au maximum son allégeance. Ils sont tous plus ou moins bons. Mais voilà, je pense que ce sera difficile de se passer des temples. Il n'y a rien en tout cas là-dedans qui nous donne envie de se dire... C'est tellement fort que... Voilà, c'est tellement fort. Par exemple, dans les Stormcast, tu as un trait qui est extrêmement bon, qui est défenseur inflexible, qui donne plus 1 en sauvegarde, ce qui est très très fort. Et des fois, tu te dis, je vais pas aller chercher une sous-chambre pour récupérer ce trait-là. En Daughter of Kane, t'as rien de ce niveau-là. D'accord. On va enchaîner avec les artefacts de pouvoir, où là, pour le coup, comme on va systématiquement baisser son nombre de pauses avec des petits bataillons, et aussi moi j'ai un petit PC gratuit, alors ça sera intéressant. On commence par les dons de Moratti, où là c'est héros d'Author of Kane, c'est-à-dire que n'importe quel personnage non nommé peut justement aller taper dedans. Le premier, ça va être la couronne de douleur, soustrait les deux à la caractéristique de bravoure des unités ennemies tant qu'elles sont à 7 pouces ou moins du porteur. En outre, si une ou plusieurs figurines ennemies sont tuées par des blessures infligées par les attaques du porteur, augmentez la portée
portée de l'aptitude à 14 pouces jusqu'à la fin de la bataille. Il est quand même pas mal. Alors, il n'y a pas forcément d'optique de braverie bombe en Daughter of Cain. Mine de rien, -2, c'est quand même assez impactant pour en soi-même faire quelque chose. Et après, la possibilité d'augmenter l'aura, sachant que comme j'ai dit, on n'a plus d'aura à temps de portée, maintenant c'est entièrement à temps, ce qui va quand même beaucoup restreindre nos bulles de buff. Pouvoir augmenter cette portée-là, c'est très correct. Alors c'est rigolo, t'as parlé justement de braverie bombe. Les Daughter of Cain aimaient utiliser les braveries bombes pour utiliser le rasoir mental, puisque historiquement on devait comparer la bravoure adverse, la sienne, et si jamais elle était au-dessus, alors on avait un bonus. Maintenant ça n'existe plus, c'est tout le temps, mais le sort est plus difficile à passer. Donc pour tous les joueurs, il va vraiment falloir oublier ce que vous aviez avant, puisque ce genre de mécanisme de braverie bombe existe moins. Maintenant, tu parlais de saturation, ça veut aussi dire que la personne va potentiellement avoir énormément justement de tests négatifs de bravoure à faire à la fin d'un tour, et que le -2, c'est potentiellement 2 figurines retirées, même multi-PV. Ouais, le -2 est assez impactant quand même. Ensuite, on va avoir Croc de Shadrakar. Choisissez une des armes de mêlée du porteur, ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de l'arme. En outre, si le jet de touche non modifié d'une attaque donne un 6, la cible subit une blessure mortelle, en plus des autres dégâts normaux. C'est pas extraordinaire, nos personnages sont principalement des personnages de buff qui vont donner des bonus à des unités. Le chaudron tape fort, mais c'est principalement son avatar en fait qui va taper fort plutôt que la prêtresse qui est dessus. Ce genre d'artefact ou de trait de commandement de manière globale qui va buffer la létalité d'un personnage qui n'est qu'au final qu'une petite femme avec 2 épées. Pour le coup, on est vraiment sur des persos totems. Ouais. Ensuite, on va avoir l'amulette du feu noir. En gros, c'est simple, quand le porteur va subir une blessure ou une blessure mortelle liée à un sort sur un 4+, ça sera annulé. Ça, c'est quand même pas mal, parce que nos chaudrons, ou même nos Hack Queen ou nos Slaughter Queen à pied sont, comme tu disais, des persos totems qu'on a besoin de garder encore plus qu'avant, parce que la synergie est vraiment importante sur l'ensemble des tours, qui ont une facilité à se faire tuer à la magie, parce que là, il n'y a pas d'attention messire pour avoir -1 pour être touché au tir ou ce genre de choses. Elles ont 5 PV. Voilà, elles ont 5 PV, donc pouvoir les protéger, c'est quand même pas mal. Yes. Ensuite, on va avoir la lame sorcière. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. À la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs figurines ennemies ont été tuées par des blessures infligées par des attaques de l'arme à cette phase, vous pouvez guérir jusqu'à D3 blessures allouées au porteur. C'est pas exceptionnel. 1001 sombre malédiction, celui-là est assez stylé au niveau du fluff. Morati elle-même a gratifié cette championne d'un talent de préservation issu du pouvoir de l'ombre. Jetez un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou une blessure mortelle au porteur. Sur 5+, cette blessure ou blessure mortelle est annulée. On vient de le dire, elles ont 5 points de vie, ça fait quand même, je veux pas mouiller, un tiers de plus. C'est ça. Et sur un chaudron, c'est pareil. Et comme tu disais, c'est assez stylé en termes de fluff. Je tout donné. C'est assez stylé en termes de règles aussi. Avant, on avait un temple qui nous donnait ça, Agnar. Donc ça a un peu changé. Il le donne toujours, mais avec une aura beaucoup plus restreinte. Ça permet quand même, sur un personnage qui va être déporté de l'aura du général, de continuer à bénéficier de ce Feel No Pain, donc à 5+. C'est un bon artefact. Et enfin, comme dernier artefact générique, pour tous les héros, on va avoir le Vénin Fléau du Sang. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. À la fin de la phase de combat, si une ou plusieurs blessures infligées par des figurines de l'arme à cette phase ont été allouées à une figurine ennemie sans être annulée, et qu'à côté de ça, la figurine n'a pas été tuée, alors on jettera un dé, et si la valeur du dé est supérieure au nombre de points de vie du profil, pas qui reste, alors la figurine sera retirée. Bon, de manière globale, quand un artefact commence par choisir une des armes de mêlée du porteur, à moins que des porteurs soient des buveurs de sang ou ce genre de choses, c'est mauvais. Et en plus, celui-là, il est quand même vraiment particulièrement pas bon. En fait, c'est des règles à tiroir. Il faut ça, il faut ça, il faut ça pour un effet qui est mauvais. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pour rappel, sur le dernier manuel général, on a la possibilité de créer ses propres héros, même en match play. Est-ce que tu penses pas, justement, qu'on va avoir des petits héros qui vont tourner aux alentours de 100 points, qui peuvent être justement des bons porteurs de ce genre d'artefacts? Pas forcément dans la létalité, même si pour le coup, il y en a qui sont plus intéressants, pas sur le dernier artefact, mais sur celui d'avant, à la limite, pourquoi pas. Ou alors, au contraire, pour ces brutes de braverie. Parce que tu peux avoir justement des petits persos à cheval. Et donc, ça peut quand même ouvrir certaines portes. Alors effectivement, dans cette optique-là, tu peux, je pense, aller chercher des armes magiques sur un héros, surtout que si tu crées ton héros, c'est pour t'identifier à lui, t'as quand même envie de lui donner une arme magique pour qu'il tape, mais comme t'as dit, pas celui-là. N'importe lequel des deux autres, mais pas celui-là. Ensuite, on va passer aux artefacts de l'ombre, à savoir ceux qui sont réservés aux Blue Drak Medusa, sous-entendu les Médusas, donc les figurines serpentines magiciennes. On va avoir la pierre d'ombre, ajouter 1 au jet de lancement du porteur. Donc petit nerf sur cet artefact emblématique, je crois que je suis jamais sorti sans, qui avant te donnait +1 pour lancer tes sorts et une relance des 1 quand tu castais tes sorts. Donc c'était une grosse fiabilisation. Là, tu as perdu la moitié de la règle. Tu n'as plus que le +1. Alors ça reste correct, mais quand on compare avec d'autres Battle Tom, tu as des artefacts de fiabilisation de magie qui sont meilleurs que ça. Sachant qu'en plus, on verra que le sort signature des Daughter of Cain, qui est le rasoir mental, est passé de 7 à 8. Donc à 7. Donc en fait, t'es obligé de prendre ça pour qu'il repasse à 7. C'est ton seul fiabilisateur, donc ça va rester un peu plus d'une chance sur 2, donc ça va quand même nettement nerfer le sort. C'est dommage d'avoir perdu la relance des 1. Je pense que ça reste indispensable de prendre ça, parce que sinon le sort à 8, tu le passes jamais.
Mais c'est un petit nerf qui n'était pas forcément mérité. On va ensuite avoir la rune d'Ulgu. Le porteur connaît un sort supplémentaire du domaine. Attention, connaître ne veut pas dire pouvoir lancer. C'est pour ça que je pense que tu ne le prendras pas. Ensuite, on va avoir le Vouge Miroir. À chaque fois que le porteur réussit à dissiper un sort, il peut aussitôt tenter de lancer le trait magique ou un bouclier mystique, comme s'il s'agissait de votre phase de héros. En outre, si le jet de lancement est réussi, le sort ne peut pas être dissipé. Alors ça aurait été vraiment pas mal. Faut savoir que les Bloodrock Medusa ont gagné une dissipation en plus. Avant, elles ne dissipaient qu'un sort, maintenant elles en dissipent 2. Donc petit buff sur ce War Scroll là. Par contre, le problème, c'est que tu peux lancer que trait magique, ce qui n'est pas très impactant. Ou bouclier mystique, c'est pas le sort que tu as le plus besoin de lancer en Daughter of Cain. Donc je pense que malheureusement, tu iras toujours chercher la pierre d'ombre. Celui-là pourrait être fort, puisqu'encore une fois, lancer un sort, même un bouclier mystique, ou de faire une BM, mais ça sera plutôt souvent défensif pendant le tour adverse, ça c'est appréciable. Le problème, c'est plutôt qu'on est limité dans ces artefacts. Comme tu l'as dit, on sera souvent redirigé justement vers un temple. Ça veut dire qu'on ne pourra choisir qu'un deuxième artefact, voir si on joue 2 bataillons, mais au bout d'un moment, ça commence à jouer 3 en points par rapport à ce qu'aujourd'hui on voit du méta et de la tronche des listes. Donc, malheureusement, on ira chercher la pierre d'ombre, puisque elle va nous permettre de passer un sort de 1 fois sur 3 à 1 fois sur 2, ce qui change tout quand même. Concrètement. C'est dommage parce que celui-là, pour le coup, pourrait être fun. Ensuite, on va avoir Ombre 7 fois drapée. Une fois par bataille à votre phase de mouvement, au lieu de faire un mouvement normal avec le porteur, vous pouvez la retirer du champ de bataille et la replacer n'importe où à 9 pouces de toute unité ennemie. Ça, c'est quand même vraiment fort, parce que, encore une fois, comme tous les sorts sont passés en Wally Within, tu peux plus maintenir tes persos derrière pour simplement envoyer un buff sur la fin de ton cordon où tu avais fait une petite queue pour pouvoir buffer la fin alors que le gros des troupes est devant. Donc tu vas quand même assez vite, vu que l'armée doit se projeter, sortir de tes zones de buff. Donc tu vas avoir besoin de ce genre de mécanisme pour remettre ta Mélusaille à portée, encore une fois, de rasoir mental. Alors après, la question c'est, est-ce que tu vas prendre des risques avec ta Mélusaille, l'avancer, donc l'exposer, pour passer ton sort à 7 avec la pierre d'ombre, ou est-ce que tu vas essayer de la jouer plus safe en la laissant derrière, pour une fois par partie pouvoir essayer d'aller la TP pour buffer ton unité qui sera partie loin, mais sur un 8. Comme tu me connais, je tente pas des charges à 8, donc moi je prendrais la pierre d'ombre. Mais bon, il est bien. Ensuite, on va passer au cœur de cristal, puisque le porteur peut tenter de lancer un sort supplémentaire à votre phase de héros. Dans ce cas, jetez un dé avant de le faire de lancement. Sur un 1, le porteur subit des 3 blessures mortelles. Celui-là est quand même pas mal. Celui-là est quand même pas mal parce que la Mélusaille, ça a quand même un coût, donc que ce soit sa version à pied ou sa version montée sur un hôtel, on aura difficilement envie d'en jouer 2. Dépendamment du fait de prendre ou pas Moratti dans sa liste, on va se retrouver avec seulement 1 ou 2 sorts à lancer. Donc évidemment, le premier sort, c'est Rasoir Mental, même s'il a été beaucoup nerfé, on a quand même besoin de ce sort-là pour la synergie globale de l'armée, mais il y a d'autres sorts qui sont bien et qu'on peut avoir envie de lancer. Donc encore une fois, dépendamment de la volonté de fiabiliser le Rasoir Mental avec la pierre d'ombre, celui-là est quand même vraiment très correct. Et pour finir, pour les Mélusailles sorcières, on va avoir la griffe d'ongle, puisque le porteur a une caractéristique de perforation de -2. Ah ça c'est exceptionnel, sachant que les Mélusailles, c'est quand même des énormes brutes de corps à corps. On a vraiment envie d'améliorer leur meilleure arme qui est la griffe d'ombre. Donc tout est ironique dans ce que j'ai dit, vous prenez l'opposé, celui-là vous l'oubliez. Ensuite, on va passer à la dernière catégorie des reliques, à savoir les reliques de Caïn. Donc ils sont accessibles aux prêtres des Daughter of Cain, donc c'est les A Queen ou les Slaughter Queen, la version à pied ou la version sur chaudron. Yes, le premier va être le symbole sanglant. Le porteur connaît une prière supplémentaire parmi les prières du culte canite. Attention, quand on connaît une prière, là pour le coup on a le droit de la lancer. Alors c'est pas mal. Maintenant, je pense que c'est quand même des personnages qui sont vraiment structurants, même s'ils sont moins bons que ce qu'ils étaient avant, t'as quand même besoin d'en avoir 2 ou 3, et t'as besoin d'avoir 2 ou 3 prières. Et t'as besoin de les fiabiliser, et donc on va plus chercher un artefact de fiabilisation plutôt qu'un artefact qui nous permet d'en avoir d'autres. Notamment le diadème de fer qui fait que vous pouvez relancer les jets de prière de 1 pour le porteur, ça veut dire que c'est sur du 3+, relance des 1. Voilà, donc je pense que celui-là, le vrai choix, ce que tu avais déjà avant, en fait ça a très peu changé, c'était l'Iron Coronet ou la Shadowstone, donc la pierre d'ombre ou la couronne de fer. Donc voilà, est-ce que tu veux fiabiliser ton sort, qui est hyper important? Est-ce que tu veux fiabiliser tes prières, qui sont hyper importantes aussi? Voilà. Tu trouves pas ça un petit peu chelou quand même qu'il s'est fait un artefact qui s'appelle les couilles d'acier? Ensuite, on va avoir la rune de Cain. La première fois que le porteur est tué par une attaque, jetez un dé avant de le retirer du champ de bataille. Sur un 1, rien ne se passe. De 2 à 5, l'unité attaquante subit des 3 blessures mortelles et sur un 6, elle subit des 6 blessures mortelles. C'est jamais mauvais ce type d'artefact-là, parce que ça punit un peu votre adversaire pour vous avoir éliminé un perso totem. Pourquoi pas? Moi j'irais chercher la fiabilisation quand même, mais dans un petit format par exemple, ça peut avoir une optique où chaque vraiment blessure infligée, chaque PV enlevé à l'adversaire va compter, pourquoi pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas écrit que c'est au corps à corps. Oui. C'est-à-dire que le mec, il te met un sort, tu vois ce que je veux dire, avec un petit Moongum Shaman avec ses 5 PV et tout. Le mec, peut le tuer. Ça peut le tuer. Ouais. Ça fait ping-pong, tu vois, ça serait assez stylé. Ensuite, on va voir l'éclat pourpre. Choisissez une des armes mêlées du porteur, ajoutez 2 au jet de blessure pour les attaques de cette arme faite par le porteur. Je t'ai perdu, après choisissez une arme de mêlée du porteur. Okay. Non, c'est pas très bon. Si, en fait, ce qui serait très fort, c'est de pouvoir mettre
et la griffe d'ombre et l'éclat de pourpre sur la même figurine. Alors là, c'est comme là, tu mets une attaque de pote là. Oulala. Ensuite, on va avoir le pendentif Kainit qui fait à votre phase de héros, le porteur peut réciter jusqu'à 3 prières dans ce cas. Faites un jet de prière pour chacune en jetant un dé, mais sur un 1, il subira D3 blessures mortelles au lieu de 1, et la prière n'est pas entendue. C'est quand même pas mauvais. Alors notamment à petit format où tu peux pas forcément avoir assez de points pour te prendre tes 2 ou 3 prêtres, là pour le coup t'en prendras qu'un et je pense que plutôt que la stabilisation tu vas aller chercher ça pour un peu plus d'explosivité. Alors elle va pas tenir longtemps à réciter tout son grimoire, je pense qu'elle va finir par mourir parce que c'est là que tu fais tes 1 toujours et après tu fais 6 sur le D3. Mais globalement celui-là est quand même vraiment correct. Ça me fait penser à la momie quand il fait Imhotep, Imhotep. Bon, en fait là il y a un mec qui s'est retourné et fait c'est un fake. On a fait le tour des artefacts. 3 familles, globalement, comme tu le disais, on choisira systématiquement de la fiabilisation pour des persos qu'on a catégorisés comme des totems. Ensuite, on va passer au domaine de sort avec le domaine des ombres, héros, sorcier, Daughter of Cain uniquement. On va avoir le destrier d'ombre qui a une valeur de lancement de 6 s'il lance avec succès. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, le lanceur a une caractéristique de mouvement de 16 et peut voler. Alors celui-là peut être vraiment pas mal, notamment sur la petite version de Morathi, donc Morathi Cain, qui est, on le verra quand on verra son War Scroll, mais qui n'a pas beaucoup changé, qui est pratiquement invincible tant que sa forme ombre n'a pas été tuée, qui a le défaut d'être lente, parce que à pied. Voilà. Donc honnêtement, ce sort-là, sur elle, peut être vraiment très bien. Après, sur les autres sorciers, c'est-à-dire les Mélusailles, qui ont un mouvement qui est correct, donc soit à pied, soit sur l'autel, c'est honnête. Elles peuvent suivre les unités qu'elles ont besoin de buffer. J'irai pas forcément chercher celui-là. Mais sur Morathi Cain, ça peut être bien. Yes. Ensuite, on va avoir le Puits des Ténèbres, puisque lui, il va avoir un lancement de 7. S'il lance avec succès, choisissez unité ennemie à 18 pouces et moins visible du lanceur, puis jetez 2d6. Si le résultat du jet est supérieur à la caractéristique de mouvement, elle subit un nombre de blessures mortelles égal à la différence entre leur caractéristique de mouvement et la valeur du dé. Alors, ce sort n'a pas changé par rapport à ce qu'il était avant. Il reste quand même difficile à lancer, même avec une fiabilisation, ça reste quand même sur du 6. Pour un effet qui est très dépendant de la liste de l'adversaire, et même sur du Fire Slayer, c'est pas si bon que ça. Tu feras 3 BM. Voilà. Tu feras 3 BM sur leur invulnérable, ce genre de choses, c'est pas exceptionnel. Ensuite, on va avoir la danse symétrique qui va avoir une valeur de lancement de 6. Si lancé avec succès, choisissez 2 héros Daughter of Cain amis à 18 pouces ou moins et visibles du lanceur, retirez ces héros du champ de bataille et replacez-les n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Ces héros ne peuvent pas se déplacer bien évidemment à la phase de mouvement qui suit. J'aime beaucoup ce sort, parce que c'est un des derniers tricks de mouvement qui reste dans ce Battle Tome, donc c'est quand même vraiment appréciable de l'avoir. Après, il est quand même relativement facile à passer, parce qu'encore une fois, il passe sur un 6 ou sur un 5, en fonction des choix qu'on a fait sur les artefacts. Et il peut vraiment apporter beaucoup de choses, notamment sur la possibilité de replacer des personnages buffers dans les auras des personnages, ou d'avancer la grosse forme de Morathi un peu plus au corps à corps, ce genre de choses, avec évidemment la charge à passer derrière, mais on a des fiabilisateurs sur la charge, il est vraiment bien sûr. Comme tu l'as dit, ça va principalement être utilisé pour remplacer ces persos buffers justement dans les auras entièrement A. Maintenant, à voir si t'as pas moyen justement dans ta phase de héros, je bouge d'abord le premier héros et le deuxième héros, pourquoi pas snipe un personnage qui aurait une valeur de mouvement vraiment médiocre ou avec un petit tir. Tu peux le tenter. Voilà, tu peux tenter. En tout cas, ça a le mérite d'ouvrir, comme tu l'as dit, des portes à des tricks, et ça, c'est assez sympa. On va ensuite l'avoir l'affaiblissement qui va avoir une valeur de lancement de 7. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie à 18 pouces ou moins visible du lanceur, ajoutez un objet de blessure pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase de héros. Bah, c'est un sort qui vient tout droit de la nouvelle allégeance, on va dire des cités de Sigmar qu'on a vu dans Broken Morathi, qui est très correct. Encore une fois, ça augmente la létalité de l'armée, qui en elle-même a une létalité qui est correcte, mais vraiment basée sur sa saturation, mais pas tant de dégâts que ça, et qui a besoin de prières ou de sorts pour augmenter ses dégâts. Donc ça fait partie de l'arsenal qui permet d'augmenter ses dégâts, le sort est pas mauvais. Ce qui est cool, c'est que dans OS, il n'y a pas énormément, même si on en voit de plus en plus arriver, justement des fiabilisateurs de blessures. On a le PC générique de relance des 1 pour toucher, et là, te dire que tour 4, tu relances les 1 pour blesser, et qu'en plus de ça, tu peux avoir un plus 1, il y aura des choses qui vont être assez stables. Ça commence à taper un petit peu. Ça commence à taper un petit peu. Ensuite, on va avoir le rasoir mental, bien évidemment, qui lui va avoir une valeur de lancement de 8. Comme tu l'as dit, hein, ça c'est un petit nerf. S'il lance avec succès, choisissez une unité Daughter of Cain amis entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur. Et jusqu'à votre prochaine phase de héros, améliorez de 1 la caractéristique de perforation des armes. Et si elle a chargé de 1 la caractéristique de dégâts des armes de mêlée. Alors, sort emblématique des Daughter of Cain, qui reste indispensable parce que tu as vraiment besoin de ce sort-là pour faire suffisamment de dégâts. Tu es quand même une armée de corps à corps qui doit tuer son unité cible quand tu l'as chargé. En fait, ce sort-là est indispensable pour ça. Après, il a subi au moins 2 nerfs et un changement. J'ai encore du mal à savoir si c'est un nerf ou pas. Premier nerf, c'est qu'il est passé à 8 au lieu de 7. Donc, en fait, il est passé à 8 avec un plus 1 potentiel par rapport à 7 avec un plus 1 potentiel relance D1. Alors, le 7 plus 1 avec relance D1 était extrêmement fiable. Tu le passais 80% du temps. Maintenant, tu vas le passer 56% du temps quand tu as la pierre d'ombre. Donc déjà, il se passe quand même beaucoup plus difficilement.
Après, logiquement, il est passé à Wally Within 18 au lieu de 18, mais ça veut quand même dire que tu vas beaucoup plus exposer ta méduse qui va devoir suivre les unités, sachant que les unités d'Author of Kain ont quand même tendance à cavaler très loin et à partir vite chez l'adversaire, donc à sortir des bulles d'aura. Donc encore une fois, soit tu vas devoir restreindre ta projection, soit tu vas devoir te passer du rasoir. Donc c'est logique que ce soit passé en Wally Within 18, mais ça fait mal au sort. Et après son changement, donc sur la possibilité d'augmenter tes dégâts de 1, avant, c'était basé donc sur ta braverie et celle de l'adversaire, donc tu avais beaucoup de mécanismes sur l'utilisation des décors, sur l'utilisation du sort qu'on va voir derrière qui baisse la braverie de l'adversaire, etc. Ou même sur les valeurs de braverie de base, tu avais un avatar qui te donnait plus 1, ce genre de choses. Ça, tu ne l'as plus. C'est juste basé sur le fait que tu charges. Donc déjà, tu ne l'as plus que pendant ton tour à toi. Ouais. Donc mine de rien, tu ne l'as plus qu'un tour sur 2, alors qu'avant, tu l'avais soit jamais, soit tout le temps. Et quand on se rappelle quand même qu'il y a une unité qui s'appelle les Sisters of Slaughter, les Sœurs du Massacre, qui pile-in à 6 et que c'était un des tricks principaux de mouvement de l'armée, elles ne l'auraient pas, enfin c'est une unité qui a pris très très cher dans ce Battletome, mais elles ne l'auraient pas en faisant leur pile-in. Donc elles auraient besoin de charger, ce qui va condamner, je pense, cette unité qui a pris un énorme up en points et qui en plus ne peut plus se servir du rasoir mental sur ses tricks de mouvement principaux. Donc le sort est quand même toujours très bon. T'as peu de rend dans l'armée, donc t'as quand même besoin d'avoir ce sort-là pour aller chercher un peu de rend -1, sachant que une de tes rares sources de rend -2, c'était Morati, et que ça c'est pareil, elle l'a perdu, grosse tristesse. Donc ce sort Elle l'a reste... laissé dans Broken Realms. Elle l'a laissé dans Broken Realms, ouais. Donc on en a eu le droit pendant un mois, à peu près, entre les deux bouquins, c'est un peu triste. Ce sort reste indispensable, beaucoup plus dur à mettre en place, beaucoup plus dur à lancer, avec un effet qui est un petit peu moindre globalement à ce qu'il était avant, mais t'as quand même besoin de le prendre. Et pour terminer, on va voir le dernier sort, à savoir la Sphère du Désespoir, qui elle va avoir une valeur de lancement de 4. Si lancé avec succès, choisissez unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du lanceur, soustrayez la caractéristique de bravoure de l'unité jusqu'à votre prochaine phase de héros. Si le jet de lancement était de 8+, soustrayez D3 au lieu de 1 la caractéristique de bravoure. Alors ça c'était le meilleur ami du rasoir mental, parce que des fois t'avais besoin de baisser de 1 la bravoure de ton unité pour que le rasoir mental puisse fonctionner. Maintenant qu'aujourd'hui tu n'as plus cette interaction avec le rasoir mental, et à moins vraiment de partir dans l'optique qu'on a vu tout à l'heure avec le moins 2 en braverie, le sort est passé de très bon pour accompagner tes combos à totalement anecdotique. C'est un petit peu dommage, tu perds en fait en réflexion sur la construction de ta liste, à aller chercher ce sort-là, etc. En soi, du coup, il devient très moyen. Après, en Daughter of Kain, on va avoir du mal à passer soit les trop grosses sauvegardes, soit à faire suffisamment de dégâts aux figurines multi-points de vie. Par contre, effectivement, la bravoure, quand tu fais sauter une figurine, quelle que soit sa sauvegarde, quel que soit son nombre de points de vie, elle part du champ de bataille. Donc il y a peut-être une optique pour compenser une des faiblesses de l'armée, qui est notamment justement ces grosses sauvegardes ou ces gros PV, à aller chercher dans une petite optique braverie bombe, pourquoi pas. Puisque là on l'a vu justement avec l'artefact, tu vas être à -2 et là tu peux monter à +3, donc à -5 au total. Ouais. Tu tues une murène, t'en as stade 3 qui partent. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les Ishlaen, avec leur sauvegarde à 2 qui ignorent l'arène, vont être très compliqués à passer en Daughter of Kain. T'as une petite optique pour aller les chercher là-dessus. Maintenant, encore une fois, ça va dépendre du nombre de sorciers que t'as. T'en as minimum un pour le rasoir mental, que ce soit Morati ou une Medusai. Et si tu vas en chercher un deuxième, la question c'est est-ce que je vais prendre le mouvement supplémentaire, est-ce que je vais prendre le switch de personnage, ou est-ce que je vais prendre ça? Je pense que c'est entre ces trois sorts-là que tu vas faire ton choix après avoir pris le rasoir. On va maintenant passer aux différentes prières. Pour le coup, à partir du moment où on la connaît, ça veut donc dire qu'un prêtre va pouvoir justement lancer la prière qu'il a appris, ainsi que la prière de son War Scroll. En gros, la figurine va jeter un dé, et sur un 3+, elle sera entendue par les copains, on appliquera donc les effets. On va commencer par le catéchisme du meurtre, puisque si cette prière est entendue, choisissez unité de Daughter of Kain ami entièrement à 14 pouces ou moins de cette figurine jusqu'à votre prochaine phase de héros. Si le jet des touches non modifiées d'une attaque d'arme de mêlée est de 6, l'attaque cause 2 touches au lieu de 1. Alors la prière n'a pas changé, aucune des prières n'a changé en fait. La seule chose qui a réellement changé sur les prières, c'est les auras. Et là où c'est un petit peu dommage, et c'est là qu'on sent en fait la V1.5 de ce Battletome plutôt qu'une V2, c'est qu'ils ont gardé les mêmes auras, ils les ont juste mis en Wally Within. C'est-à-dire ça aurait pas été déconnant de penser que cette prière allait passer en Wally Within 18. Donc là on reste en Wally Within 14, ce qui veut dire qu'encore une fois, on va perdre en projection si on veut bénéficier des effets, et on a besoin de bénéficier des effets pour saturer assez. Mais globalement, la prière est quand même importante, elle augmente de 16% la létalité que l'unité va faire, sachant qu'on va voir que les Sisters ont pris un gros coup dans les dents en termes de coups en points, donc on va en avoir moins, donc il faut qu'elles continuent à taper plus. Et les Furets ont perdu une attaque. Encore une fois, double nerf sur les deux unités, on va dire humanoïdes. Donc tu as vraiment besoin de cette prière-là, encore une fois, ça va restreindre ta projection et ton contrôle map sur des personnages plus totems qui vont devoir vraiment suivre les unités, sachant que les unités se projettent beaucoup, les personnages beaucoup moins. Mais elle reste très bonne cette prière. Ensuite, on va avoir la bénédiction de Kain. Si cette prière est entendue, choisissez unité de Daughter of Kain ami entièrement à 14 pouces ou moins de cette figurine jusqu'à votre prochaine phase de héros. Vous pourrez lancer le jet de la foi fanatique, sous-entendu, l'insensible à la douleur à 6, qu'on peut passer à 5 en Agnar. Avant c'était auto-include, maintenant c'est vachement compliqué. moins. Ça reste fort.
ça reste fort parce que mine de rien, la possibilité de relancer ce Feel No Pain, comme maintenant on ne peut plus cumuler les Feel No Pain, par contre rien n'interdit de les relancer, ça nous apporte encore quelque chose. En Agnar, c'était auto-include de prendre cette prière-là parce que tu avais sur toute ton armée, en fonction des lignes que tu faisais, un Feel No Pain qui passait de 6 à 5, donc il doublait en fait son efficacité. Donc quand tu pouvais le doubler et le relancer, ça devenait vraiment très correct. Aujourd'hui, Agnar est passé en Wily Within 12, donc toute petite aura. Donc je pense que ce n'est plus une optique qui est viable, donc cette prière perd quand même beaucoup de son intérêt. Elle reste correcte. Je pense qu'on a suffisamment de prêtres dans l'armée pour à un moment avoir un choix à faire entre les prières, on va dire, de seconde zone, une fois qu'on a pris les deux qui sont vraiment très importantes. Pourquoi pas aller chercher celle-là. Yes. Ensuite, on va avoir le sacrifice du martyr, puisque si cette prière est entendue, choisissez une unité de Daughter of Cain entièrement à 14 pouces ou moins du lanceur. À partir du moment où une figurine de cette unité sera tuée, alors en gros, on prendra une figurine ennemie à 3 pouces et on jettera un dé et sur un 5+, elle subira une blessure mortelle. Alors celle-là, je l'aime bien, parce que c'est quand même pas mal. T'as vraiment besoin d'infliger tous les dégâts que tu peux en Daughter of Cain, et notamment sur des unités, par exemple, qui vont avoir des boucliers, donc qui vont renvoyer des blessures mortelles sur des 6 non modifiés à la sauvegarde. Et après, ton adversaire va t'en tuer. Sur des 5+, tu vas lui renvoyer des blessures, plus les dégâts que tu vas faire toi-même en tapant. Au final, ça te fait un volume de dégâts qui est quand même conséquent. Donc cette prière est vraiment bien sur, par exemple, une unité de furie, que tu vas envoyer dans la plus grosse menace en face. Tu vas en perdre un certain nombre, mettons, t'en perds 15. Statistiquement, tu vas faire quand même 5 blessures mortelles à celui qui t'aura tué tes 15 furies. C'est honnête comme échange. J'aime bien cette prière. Yes, en gros, on est clairement aujourd'hui passé sur un jeu où en fait c'était des tricks de mouvement. Un jeu de mouvement à plutôt un jeu de trading de ressources. Ouais. Sous-entendu, oh toi t'as 3 packs qui sont capables de me défoncer, moi j'en ai 3 aussi, lequel on va se retirer en premier? Et le fait de justement avoir le symptôme d'un essoufflement potentiel avec ce genre d'armée peut être compensé. Le problème, c'est que c'est au corps à corps. Est-ce que justement tu vas réussir à inverser la vapeur d'un essoufflement? C'est là où les tests vont le prouver. Je pense pas que tu iras jusqu'à inverser la vapeur, mais je pense que tu as vraiment besoin de prendre tous les points de vie que tu peux aller chercher. Et mine de rien, c'est quand même un volume de dégâts en blessure mortelle qui est quand même correct. Encore une fois, tu as des problèmes pour gérer les grosses sauvegardes. Je pense notamment à des Stormcast ou ce genre d'unités qui vont avoir des sauvegardes à 2 ou à 3. Tu as vraiment du mal à les gérer. Tu peux penser une optique où tu vas prendre une petite unité, lui lancer cette prière, les envoyer, te les faire laver et mettre quelques BM dont tu vas avoir besoin par la suite pour tuer cette unité-là. Donc franchement, c'est pas si mauvais. C'est marrant ce que tu dis, puisque pour le coup, il y a un vrai trick qui existe par rapport à cette prière, c'est le fait que je charge un pacte, et à côté de ça, je vais rediriger les blessures mortelles que tu me fais sur le perso à 3 pouces. Tout à fait. Et en fait, ça c'est du sniping, ça c'est tricky, ouais, ça, et on retrouve quelque chose d'assez gratifiant, où malheureusement, on nous prive de beaucoup de choses qui peuvent l'être à base de je tasse pas à 30 pouces avec des flèches qui font de la BM sur du 5. Ensuite, on va avoir la résurrection pure. Si cette prière est entendue, choisissez unité Daughter of Cain entièrement à 14. C'est facile. Au moins de cette figurine, guérissez jusqu'à D3 blessures allouées à l'unité. Je crois que je m'en suis jamais servi de cette prière. Et je crois que je m'en servirai jamais. Voilà. C'est-à-dire que même si j'avais 5 prêtres, je prendrais les 5 autres. Voilà. Là, alors tu ne peux pas soigner Morathi, c'est aussi pour ça qu'elle est mauvaise. Soigner sur un 3+, des 3 points de vie sur un chaudron, qui est la seule figurine que tu aurais vraiment envie de soigner, en prenant le risque sur un as de te mettre une blessure mortelle, c'est quand même vraiment trop faible comme effet. Et même justement avec les optiques, justement, tu vas pouvoir lancer 3 prières et sur un potentiellement te faire des 3 mortels. Là, sur la dernière prière, tu as une chance sur 6 de reprendre des 3, mais à côté de ça, tu as 2 chances sur 3 de te récupérer au moins 2 PF stats. Ouais, mais je pense que si tu prends cet artefact-là, c'est que tu n'as qu'un seul prêtre. Donc que tu as vraiment besoin, notamment du martyr, du sacrement de sang qu'on va avoir derrière, du catéchisme du meurtre. Je pense que celle-là, tu vas pas la chercher dans tous les cas. Ok. Ensuite, on va avoir le couvent du fer, puisque si cette prière est entendue, choisissez une unité Daughter of Cain entièrement à 14 pouces. Jusqu'à votre prochaine phase de héros, ne faites pas de test de route pour l'unité. Alors avant, c'était totalement inintéressant, parce qu'on avait le fameux brouet de sang des Hag Queen qui t'immunisait de manière automatique et très facile à mettre en place au test de braverie. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. C'était avant. Et avant, c'était mieux pour le coup. Donc là, maintenant, ça n'existe plus. Ou beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc je pense que tu passes d'une armée qui était quasiment immunisée à la braverie, ou en tout cas qui se moquait de tous les tricks de braverie que ton adversaire pouvait mettre en place, à une armée qui va avoir des faiblesses en braverie. Donc cette prière est passée de inintéressante à, je pense, très importante à aller chercher. Donc je pense que je partirai avec ça. Parce que tu as besoin de tes points de commandement en Daughter of Cain pour faire plein des tricks qui nous restent. Donc en utiliser un pour immuniser ton unité à la braverie, sachant qu'en plus les bannières qui te protégeaient un peu à la braverie ont été nerfs aussi, je pense que celle-là, tu as besoin d'aller la chercher maintenant. Ok. Ensuite, on va avoir le sacre de sang, puisque si cette prière est entendue, on pourra choisir une unité amie de Daughter of Cain entièrement à 14 pouces ou moins jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ajoutez 1 au numéro du round de bataille actuel pour déterminer l'aptitude gagnée par justement le rite de sang. Alors c'était très bon avant.
Parce que gagner un tour, par exemple au tour 1, ça te permet, au lieu de relancer juste T1 pour la course, de relancer aussi T1 pour la charge. Quand tu as des unités qui se projettent dès le tour 1, je pense notamment à Morathi, c'était quand même vraiment bien d'avoir cette relance-là. Maintenant, les prières sont aussi liées, la facilité d'utilisation des prières, qui est de base sur un 5+, s'améliore avec le nombre du tour routé. Donc tu peux aussi très bien penser qu'un personnage va augmenter la prière d'un autre pour qu'il puisse placer sa prière très importante ou son brouet de sang sur un 4 au lieu d'un 5 ou ce genre de choses. Donc ça devient un fiabilisateur qui a beaucoup d'effets sur la létalité de tes unités, sur leur capacité de projection, sur la course, sur la charge, ce genre de choses, la relance des 1 pour toucher et le lancement des prières. Donc moi je l'ai joué quasiment systématiquement, je pense que je vais pas changer, je vais continuer à jouer celle-là qui a gagné aussi l'utilité. Alors même si c'est une rustine en fait, c'est-à-dire que quelque chose qui était automatique ne le devient plus, devient même très dur à lancer, parce que 5+, voilà, une chance sur 3, mais il t'apporte ce genre de petits mécanismes pour compenser un peu cet aléatoire-là, donc c'est un fiabilisateur, donc je pense qu'on va la chercher. On va maintenant passer aux différents temples. Pour rappel, on va choisir en jouant une armée d'Author of Khaine, soit de jouer une armée générique, c'est-à-dire l'allégeance d'Author of Khaine qu'on a découvert, soit justement de choisir de prêter allégeance à un petit temple, et ça va nous octroyer des règles en plus, avec quelques restrictions quand même, puisque là on va commencer par Agnar, on va avoir l'aptitude fille du premier temple, ajouter 1 au numéro endurant de bataille court pour déterminer les aptitudes gagnées par les unités Agnar amis grâce au trait de bataille rite de sang. Attention que cette aptitude et d'autres aptitudes sont cumulatives. On vient justement de voir, ça veut dire que là, avec une prière de 3+, on peut par exemple avoir +2 assez facilement sur l'unité. Pour le brouet de sang. Alors ce qui est bien, c'est que en fait ça va fiabiliser les prières. Donc en fait c'est la rustine pour compenser le fait que les brouets de sang notamment sont beaucoup plus durs à lancer, mais en Agnar on revient à peu près à ce qu'on avait avant. Voilà. En fait c'est une règle, et donc la règle principale d'une sous-allégeance, qui est là pour compenser un nerf qu'on s'est pris. Donc, moi j'ai un peu du mal avec ce type de principe-là. C'est clairement moins fort qu'avant. Avant, Agnar te disait qu'à partir du tour où tu avais en fait la relance des 1, donc tour 3 ou tour 2 par exemple si tu as un Sacrament, ou alors que tu es un tour plus loin, tu relançais tous tes jets pour toucher. Énorme fiabilisateur que tu as quand même perdu. Donc Agnar, c'était une des allégeances les plus jouées avant. Je pense que c'est pas la grande gagnante de ce nouveau Battle Tome là, ce qui va permettre de voir autre chose, ce qui est pas mal aussi. L'aptitude d'allégeance est quand même globalement faible, même si ça t'apporte une grosse fiabilisation sur les brouets de sang. Agnar va aussi débloquer une aptitude de commandement sur l'ensemble des personnages. En gros, on choisira justement soit de le lancer le chaudron sur lui-même, soit une figurine amie pourra le lancer sur un chaudron à 12 pouces. Si elle a une unité de 3 figurines à côté de lui, alors elle augmentera de 3 pouces sa caractéristique de mouvement. Ça paraît quand même très chèrement payé pour un point de commandement. Même si, encore une fois, on va avoir besoin de maintenir les chaudrons, surtout celui d'Agnar pour l'aptitude de commandement qu'on va avoir juste derrière, surtout celui d'Agnar le plus près possible de toutes nos unités. Maintenant, franchement, un point de commandement pour 3 pouces, ça fait très cher. Je trouve que ça fait très cher. Yes, un général Agnar doit avoir ce trait. Donc là, pour le coup, on a l'obligation de le prendre, la discipline dévot, puisque le trait de bataille foi fanatique annule les blessures allouées à une figurine d'Author of Khaine Agnar a mis sur du 5+, au lieu de 6, autant qu'elle est entièrement à 12 pouces moins de ce général. Alors, entièrement à 12 pouces, avant c'était à 7. Donc c'est logique, ça pouvait pas rester à 7, c'était des règles V1, on était en V2, ça devait changer. Maintenant, secrètement, j'espérais un entièrement à 18. Parce que le entièrement à 12 fait qu'en fait, si tu choisis Agnar pour le surcroît de tanking que ça va t'apporter, t'as une bulle de 24, avec le solde du chaudron, t'as une bulle de 27. Et c'est pas le gameplay d'Author of Khaine de jouer enfermé dans une bulle de 27. En fait, il y a un gros nerf sur cette aptitude-là, qui est logique parce qu'il est dans l'air du temps. Maintenant, je trouve que la portée est vraiment petite. Alors, ok, les prières vont passer plus facilement, ton chaudron va pouvoir bouger de 3 pouces supplémentaires pour un point de cause qui est quand même très cher. Pour maintenir cette bulle-là, pourquoi pas dans certains builds de liste, pas mes préférés, c'est-à-dire notamment les builds qui vont être beaucoup basés sur les stalkers qui sont des unités de tir, on peut imaginer qu'on va prendre un général Agnar et mettre le plus de stalkers possible dans sa bulle autour de lui, histoire que les stalkers gagnent le maximum de tanking, sachant qu'eux n'ont pas besoin de prières pour leur létalité, ils n'ont pas besoin de buff, de sorts, de rasoirs mentaux, parce qu'ils ont quand même une très bonne létalité de base. Elle va être super fun ta liste avec un chaudron, 20, 20 et 20, parce que, ou 20, 20 et 20, on fait une P5. Bah, ça c'est typiquement le genre de liste que j'aime pas, mais ce Battle Tome ouvre malheureusement la possibilité de prendre ce type de liste avec, comme tu dis, un chaudron, un personnage pour les transformer en ligne et 3 unités de stalker de tir. Je jouerai jamais ça. Sympa ton jeu vidéo. Mais je jouerai jamais ça. Mais tu veux jouer, t'en as marre de perdre contre ton pote Luminette et ses archers, tu peux jouer ça et chacun va tirer avec des BM à 6. C'est l'optique principale en fait pour contrebalancer le fait que tu es obligé de rester dans ta bulle, donc tu peux pas te projeter au corps à corps, donc faut tirer. Mais si tu veux tirer au maximum, c'est une des optiques qui est offerte par les sous-temples
pour rentabiliser les stalkers. D'accord. Ensuite, l'artefact que tu as l'obligation d'attribuer à ton premier personnage, c'est l'Ulfury. Choisissez une des armes de mêlée du porteur, ajoutez un à la caractéristique de dégâts de l'arme du porteur qui a fait un mouvement de charge au même tour. Ouais, alors déjà, sans le fait de devoir charger, c'était déjà pas bon. Bah alors en plus, faut charger avec un perso totem, t'as pas envie. Même si le chaudron, le jour où il y va, il fait quand même très très mal. Parce que pour le coup, lui, sa létalité n'a pas été baissée. Ce qui est bien, son coût en points a été baissé. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais je pense que, bon bah, si t'as pas le choix, c'est trop de... Voilà. Donc t'as pas le choix, t'es obligé de le prendre. Tu le mettras sur ton chaudron, c'est-à-dire sur ta Slaughter Queen ou sur ta Queen qui est sur le chaudron. Encore une fois, ça ne buffera pas l'avatar, qui est considéré comme une monture. Donc ça ne buffera qu'une des deux armes, qui tape déjà pas mal. Bon, c'est une taxe, tant pis. Ensuite, on va passer au deuxième temple, à savoir la Dreishiganet. L'aptitude, c'est tueuse hérissée de lame, améliorée d'un à la caractéristique de perforation des armes de mêlée pour les Witch et pour les Sisters, qui ont fait un mouvement de charge au même tour de votre armée. Alors ça aussi, aptitude globalement nerfée par rapport à ce qu'elle était avant. Avant, c'était la sous-allégeance que tu prenais pour aller taper. Tu avais +1 pour toucher quand tu tapais, fiabilisation très 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 correcte. Aujourd'hui, tu gagnes -1 en reine, ce qui est très bien. Mais, faut avoir chargé. Donc déjà, sur les deux seules unités éligibles, encore une fois, il y a une des deux, c'est les Sœurs du Massacre, ce qui est une unité qui, assez souvent, n'a pas envie de charger et a envie de pile-in sur l'adversaire. Donc c'est un peu dommage. Et c'est deux unités qui ont pris des gros nerfs. Soit sur leur War Scroll, soit sur leur coup en points. Donc en fait, c'est une sous-allégeance qui va t'induire à jouer beaucoup de Fury ou de Sister. Et c'est un peu contre-productif parce que le BT t'emmène clairement vers une direction qui est différente. Maintenant, si tu veux jouer des Witch ou des Sisters, tu as deux sous-allégeances qui permettent de les rentabiliser vraiment. Et pour les Witch, t'en as qu'une seule, c'est celle-là. Ça reste un bonus qui est sympathique à prendre. Sur les Witch, franchement, c'est bien. Tu les fais charger, elles ont pas de reine, donc elles passent à reine -1. Si elles ont un rasoir mental, elles passent à reine -2. Et c'est un bon palliatif aux grosses sauvegardes de l'adversaire que tu peux pas gérer. Donc c'est pas mauvais en soi, mais c'est vraiment circonscrit à deux unités qui se sont fait nerf. C'est un petit peu dommage. Yes. L'aptitude de commandement qu'on va débloquer sur les personnages, c'est un millier de styles. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat. Dans ce cas, choisissez une unité Witch, Elf ou Sister of Cain entièrement à 12 pouces ou moins du héros qui lancera justement cette aptitude de co. Ajoutez un au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Une même unité ne peut pas bénéficier plusieurs fois de cette aptitude. En fait, ça te contrebalance l'aptitude générique que tu avais avant sur toute l'armée. Maintenant, c'est sur une unité et c'est sur un point de co. Maintenant, ça reste un fiabilisateur. Si on part sur le Dreishiganet, c'est qu'on a envie de taper au corps à corps, donc tous les fiabilisateurs sont bons à prendre, et très honnêtement, un +1 pour toucher, c'est nettement meilleur que le point de co générique qui va nous permettre de relancer les 1, sachant qu'au tour 3, on va déjà le faire. Donc c'est une bonne aptitude. Le trait de commandement qu'on va devoir prendre sera vainqueur de Yethril, puisque ajouter un à la caractéristique de bravoure des unités Dreishiganet tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins de ce général. C'est une taxe pas si mauvaise que ça, dans tous les cas, on n'a pas le choix, faut le prendre, ça servira toujours. Et enfin, on va avoir l'artefact de pouvoir baiser de la mort, puisque choisissez une des armes de mêlée du porteur, ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque de l'arme si le porteur a fait un mouvement de charge au même tour. Sur une épée de mort, d'une Slaughter Queen sur un chaudron, pourquoi pas, encore une fois, c'est une taxe, dans tous les cas, tu l'as, t'es obligé de le mettre, tu le mets sur la meilleure arme de ton meilleur personnage de combat, et puis voilà. Ensuite, on passe au temple, la Creth, la Skep, c'est dit avec l'aptitude disciple du massacre. À la fin de la phase de combat, vous pouvez jeter un dé pour chaque unité Sister of Slaughter ami qui a combattu à cette phase de combat. Sur 5+, l'unité peut combattre une seconde fois. Alors ça ne touche que les Sisters, je vais pas me répéter une énième fois, mais c'est une unité qui s'est pris des gros nerfs. Et c'est ultra aléatoire. Alors, quand ça fonctionne 2 ou 3 fois dans la partie, t'es très content. En fait, c'est le même genre d'aptitude que la charge des Night Haunt. Le truc, c'est que la charge des Night Haunt, c'est une aptitude générique qu'ils ont pour tout le monde, en fait. Là, est-ce que tu vas aller chercher ce sous-temple qui va ne fonctionner que sur une unité nerfée pour aléatoirement, donc dépendant d'aucun skill, de rien du tout, refaire des phases d'attaque que tu seras très content de faire sur du 5+. C'est pas ma sous-faction préférée. Franchement, excuse-moi, c'est comme les unités Stormcast qui reviennent sur un 5+, c'est Game Breaker. En fait, c'est con. C'est que c'est Game Breaker une fois sur 3. Là, faut imaginer que ça veut dire en gros que sur un 5+, donc t'as une chance sur 3 de repiling de 6 et de remettre 60 attaques. Ouais. C'est quand même complètement con. Alors, si tu joues ça, tu vas jouer que des Sister of Slaughter, donc le bataillon Sister of Slaughter, donc tu vas avoir 3 unités. Les 3 vont être au corps à corps, donc statistiquement, il y en a une qui va relancer. Mais le jour où tu le fais pas, c'est frustrant pour toi. Le jour où tu le fais 2 fois, c'est frustrant pour ton adversaire. Non, une fois, ça suffit. Voilà, c'est le sous-temple très aléatoire, basé sur vraiment une seule unité. Alors si t'es un fan des Sister of Slaughter, comme moi je l'ai été pendant très longtemps, tu peux avoir envie d'aller jouer ça, mais c'est quand même vraiment trop dépendant d'un jet de dés, quoi. Moi, encore une fois, désolé, critique très subjective, faut qu'ils arrêtent avec ce genre de règles à la V1 où tu regardes ton adversaire dans les yeux, s'il a baissé les yeux, tu relances les touches. Ferme ta gueule. Enfin, putain, excuse-moi. je m'énerve un petit peu, mais en fait, c'est pourquoi, en fait, c'est comme tu tues une figurine sur un 6. Arrêtez, les gars. Tu peux pas, en fait, déporter une game ou une grosse figurine de l'armée de l'autre sur une chance sur 6, sur 16% de chance. T'as perdu.
Sympa ton jeu. Ensuite, on va passer à l'aptitude de commandement exaltée par le carnage qui sera donc débloquée. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à la phase de combat. Dans ce cas, choisissez unité Sister of the Water ami entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros. Ajoutez un au jet de blessure pour les attaques de l'unité à cette phase. C'est cool parce qu'encore une fois, ça synergise très bien justement avec le tour 4 ou avec le round 4 où tu vas pouvoir lancer. Alors en fait, ce qu'il faut savoir pour le plus 1 pour blesser, et on va le retrouver sur les witch, donc les arguments seront les mêmes, je les répéterai pas. En fait, avant tu blessais à 4, mais tu relançais avec le brouet de sang. Donc tu avais 75% de chance de réussir. Aujourd'hui, tu blesses à 4 et tu vas avoir plus 1. Donc tu vas blesser à 3, donc tu vas avoir 66% de chance. Donc même si ça a l'air d'être plus facile de blesser, c'est moins facile de blesser qu'avant. Encore une fois, ça ne touche que les Sisters of Slaughter. Ça enfonce vraiment le clou sur le fait que si tu joues cette allégeance-là, tu ne joues que des Sisters of Slaughter. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de spammer des Sisters of Slaughter, sachant qu'elles ont pris 60 points? Je pense pas. Donc c'est bien de l'avoir parce que ça renforce un peu l'unité dans une sous-agence qui renforce l'unité, mais c'est vraiment le tunnel, quoi. Tu ne feras que ça. Ensuite, on va avoir le trait de commandement se baigner dans leur sang. À la fin de la phase de combat, si ce général est sur le champ de bataille et qu'une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites par les attaques Kraith, Skep, Simi, vous recevez un point de commandement. Bah c'est bien parce qu'en fait ça met de l'huile dans le moteur, sachant que tu as besoin d'utiliser le plus 1 pour blesser le plus souvent que tu peux, parce que le jour où tu vas combiner le plus 1 et que tu vas réussir à passer ton brouet de sang et que tu vas être en 3 plus reroll, là ça va être très très fiable. C'est pas mauvais. Ensuite, comme artefact, on va avoir l'obligation de prendre le venin de Najandra. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez déclarer que le porteur enduit l'arme du venin de Najandra. Dans ce cas, choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins du porteur. L'unité subit des cibles blessures mortelles, mais le porteur ne peut pas combattre avec l'arme de mêlée enduite à cette phase. Ça met une grosse toutoune quand même. Ça met une grosse toutoune très très fiable parce que pas de sauvegarde, pas de jet pour toucher, rien du tout. Donc c'est une taxe, mais c'est une bonne taxe. C'est une bonne taxe puisque pour le coup, tu transformes une fois par game un totem en attention, je peux te fumer. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. En fait, ça permet vraiment d'aller faire un sniping, de charger un personnage avec un perso qui est très faible mais qui va juste porter ça, de lui mettre son des blessures mortelles. Non, il est vraiment pas mauvais. On continue avec le temple Kaelebron qui lui va avoir l'aptitude dissimulation et discrétion. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes projectiles qui ciblent les unités Kaelebron. Très fort. Bah, dans le méta actuel, c'est très très bon, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'armées de tir. Donc, moins 1 pour toucher, ça leur fait quand même vraiment mal. Alors il y a des unités qui sont très basées sur les BM qui mettent sur des 6 non modifiés. Ou donc 5. Donc ça change. On va rester sur du 6, parce que ça me fait déjà assez mal comme ça. Donc ça ne change rien. Mais tu vois, par exemple, sur du Caradron, qui est déjà une armée qui a des difficultés pour toucher, parce qu'ils ont la plupart du temps des jets pour toucher à 4, le moins 1 fait très mal. Alors Kaelebron, c'est un temple qui a connu son heure de gloire sur les rares tournois qu'il y a eu les 2 derniers mois, parce qu'avec les Stalkers et via l'aptitude de commandement, il permettait une interaction complètement dégénérée. En fait, l'aptitude de commandement de Kaelebron, c'est tu prends une unité et tu la redéplaces. Avant, c'était en phase de héros. Donc avec le double tir, par exemple, que Moratti te donnait, tu prenais tes serpents, tu les faisais TP en face de héros, tu retirais en face de héros, c'était hyper fort. Donc ça a duré 2 mois. Cette liste a massacré tout pendant 2 mois, elle a gagné des tournois à l'international, etc. Et évidemment, ça s'est fait nerf, mais ça pour le coup, c'est normal. L'aptitude de commandement de Kaelebron, tu utilises en fin de phase de mouvement, donc ça permet pas le trick de je me TP en face de héros et je retire derrière. Par contre, c'est quand même très très fort d'avoir une projection, comme d'habitude, peut arriver à 9 pouces de l'adversaire. Mais ça permet de mettre tes tireurs à portée de tout ce que tu veux. Ça permet des vrais tricks de move en allant déplacer un personnage pour le remettre à portée des unités. Ça permet de mettre tes grosses unités à position de charge, de bouger ta Moratti, c'est quand même fort. Ça permet aussi d'avoir moins 2 pour être touché sur un personnage. Et ça, c'est fort aussi, puisqu'encore une fois, le sniping des petites figurines totem à 5 points de vie avec une sauvegarde en mousse, c'était frustrant. Ah ouais. Non, mais et là, au moins, alors ça te rend toujours vulnérable à la magie, mais au moins au tir, t'es quand même... C'est un très très bon temple, qui a eu 2 mois où il était dégénéré. Et pour le coup, ça c'est un bon nerf. Parce que c'était un peu no-brain, hein, le déplace mes serpents. En fait, il faut juste comprendre qu'en gros, les mecs, ils avaient une pause, et en gros, quand ils commençaient, ils sortaient n'importe quelle figurine du jeu. Puisqu'en fait, tu pouvais pas te cacher, c'était ça en fait qui était... C'est ça, c'était que tu te déplaçais, t'arrivais à 9 de l'adversaire avec une portée de 24, donc tu touchais ce que tu voulais. Tu tirais en face de héros avec tes serpents qui mettent des BM sur du 6 pour toucher, et tu retirais en face de tir avec tes serpents qui remettaient des BM pour du 6 pour toucher. Tu clinais un Teclis, enfin tu clinais n'importe quoi. C'est pour ça que je gueule. C'est que c'est moi qui avais pété du moment, c'est pas toi. Non, et là, si c'est toi, c'est plus moi. Non, ça c'est clair. Ça, c'était l'armée Doc qui a perfé beaucoup pendant 2 mois. Elle n'existe plus. Enfin, elle n'existe plus de manière aussi stupide. C'est très bien. Maintenant, le temple en lui-même reste quand même très bon, parce que très méta, vu qu'il abaisse le tir, et il donne une possibilité de mouvement qui est très très appréciable. Voilà. Pour te remettre à portée d'aura, pour aller chercher des objectifs, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment bien. Yes. Ensuite, le trait de commandement va être maîtresse d'illusion, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent ce général.
Bah, encore une fois, ça commence à faire un général qui est vraiment très très dur à tuer parce que -1 pour être touché, -1 pour l'attention messire, encore celui-là pour le combiner, voilà, tu sors plus le personnage totem qui va buffer l'armée, c'est bien. Yes. Et enfin, l'artefact, c'est le mort murmure, puisque choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet de touche non modifié pour une attaque est 6, alors ça sera une blessure mortelle en plus de tout. Ils aiment bien les armes magiques, hein, chez Game Workshop dans le Battle Tom Doc, c'est nul, mais c'est une taxe, voilà. Yes, ensuite on va passer à Keltnar, qui fait les unités Keltnar ennemies peuvent se replier et néanmoins charger au même tour. Alors ça, c'est un nouveau temple qui n'existait pas avant, et voilà la règle, hein, parce que pour le coup, ça c'est très 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 fort. En fait, c'est très 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 cool, Ouais. outre le fait que ça soit fort ou pas, parce que globalement, je te mettrais mes 60 BM avant que tu charges. Mais à côté de ça, je suis d'accord avec toi, là pour le coup, on est dans l'ADN qu'on a envie de retrouver chez les Daughters of Cain. Le fait que ça soit un petit peu les arlequins de 40k, que tu puisses faire du ping-pong chez l'autre et tout, tu vas retrouver des tricks de jeu, tu les as perdus avec tes bulles, et tu vas les retrouver si t'arrives un petit peu tanké, c'est vraiment chouette. Il y a une fluidité en fait dans le gameplay, dans les déplacements qui est induit par cette sous-allégeance qui est vraiment très très appréciable. Avant, on allait souvent chercher le bataillon qui s'appelait la troupe du massacre pour que les unités du bataillon gagnent cette règle-là, et c'était très très bon. Là, on l'a sur toute l'armée, franchement, ça c'est vraiment très fort. Sur Moratti, sur des chaudrons, sur énormément d'unités, en fait, ça te donne, c'est vraiment ça, ça donne une liberté dans tes mouvements et dans tes charges qui est vraiment très très appréciable. Ça, c'est la bonne grosse surprise, parce que toutes les sous-allégeances autres, on les connaissait, elles ont toutes pris leur petit nerf. Ça, c'est la nouvelle qui arrive. Tu vois ça, tu te dis, ouais, quand même, ça c'est vraiment Ça, très c'est- plaisant. bah, c'est Ça fun, c'est vraiment c'est très fun. plaisant, et c'est quand même fort, on va pas se mentir. Ensuite, l'aptitude de commandement va être saignée d'esprit, puisque vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de la phase de combat. Dans ce cas, choisissez unité Keltnar ami à 12 pouces ou moins d'un héros jusqu'à votre prochaine phase de héros. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'arme de mêlée qui cible l'unité Keltnar choisie est 1, alors l'attaquant subira une blessure mortelle. Ah, tu la vois arriver la bombe qui pique quand même, c'est que tu prends ton unité, tu lui mets le sacrifice. On a vu que quand l'unité meurt sur un 5, tu mets une blessure mortelle. Sur un bouclier, Sur un bouclier, 6, sur un 6 tank, de sauvegarde, boum. tu remets des blessures mortelles. Ton adversaire, il fait des 1 pour te toucher, il prend des blessures mortelles. Franchement, tu mets ça sur 10 furies avec bouclier, tu les envoies devant, tu vas mettre une tonne de mortels si le mec en face sature beaucoup. On rappelle qu'à OS, on est obligé d'attaquer. Tu vas aller cliquer l'unité en face qui a plein d'attaques, elle va te laver, elle va prendre plein sa mouille. Donc franchement, pour une aptitude globale qui est déjà exceptionnelle, l'aptitude de commandement, elle est bien aussi, quoi. Complètement. Le trait de commandement va être vol en cercle. Une fois par bataille, à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez déclarer que ce général invoque le vol de Kinerai sur le champ de bataille. Dans ce cas, vous pouvez ajouter une unité de Kinerai harpie de 5 figurines à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. C'est super bien parce qu'en fait, bon, c'est une taxe, mais c'est une taxe que tu es très content de prendre. Je pense que celui-là aurait été un générique. J'aurais essayé d'aller le chercher dans tous les cas quand même. Tu vas ramener 80 points sur le champ de bataille. En soi, c'est pas énorme, mais encore une fois, ça te rapporte un contrôle map qui est monstrueux. Ils sont géniaux chez Games parce qu'ils te disent tu joues Keltnar? Ouais, c'est 40 euros. Et pour faire finir, on va avoir l'artefact, le Falx de Xeya, puisque choisissez une arme de mêlée du porteur. Si le touche non modifié est 6, alors ça causera 2 touches au lieu d'une. Bon, ça c'est nul. Mais globalement, les 3 autres aptitudes qu'on a vues sonnent comme très agréable à jouer, Ouais. Affronter aussi, objectivement. très fort. Parce que Retreat et charge, honnêtement, c'est très très fort. La possibilité de mettre des blessures mortelles quand on se fait taper dessus, c'est assez fun. Et la possibilité de faire Faible 5 Kinerai gratuitement, c'est quand même vraiment très très bien. Ce temple sonne comme étant le meilleur. Ça veut pas dire que les autres sont mauvais. Parce que dépendamment des optiques de liste, sur la liste par exemple qui fait que tirer, je vais pas aller chercher celui-là. Parce que j'en ai pas grand chose à faire de me désengager chargé, je tire. J'irai quand même plus chercher Agnar. Ou si je joue des sisters, j'irai chercher la Krace ou Dreshi Ganet. Mais celui-là, il a quand même une bonne tête de vainqueur, quoi. Et enfin, pour finir, on va avoir le Zendkar Kai, puisque ajouter à la caractéristique de bravoure des unités Melusai ou Kinerai de votre armée. On va aussi avoir l'aptitude, vous pouvez choisir un héros supplémentaire pour pouvoir justement avoir un artefact de pouvoir. Alors celui-là, c'est exactement le même qu'on a eu dans Broken Rim. Dans Broken Rim, on avait essayé de sauver cette sous-allégeance en disant qu'en fait, son bonus de 1 Ouais. à la brèverie permettait des tricks sur le rasoir mental, ça n'existe plus. Donc la sous-allégeance est mauvaise en soi. L'artefact supplémentaire, c'est pas mal, parce que c'est le seul moyen d'aller chercher le fameux 3e artefact qu'on n'arrive pas à prendre parce qu'on n'aura pas de bataillon. Après, c'est le reste du temple qui est vraiment bien. Ces règles génériques sont moyennes. Yes, l'aptitude que ça va débloquer, c'est le pouvoir du sang. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par phase quand vous choisissez unité Melusai ou Kinerai pour combattre une unité qui est entièrement à 12 pouces ou moins de ce héros. Dans ce cas, ajoutez un à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée. Bah, on continue à enfoncer le clou, hein. Vous allez jouer des Melusai parce qu'on a fait un truc pour les buffer. Bon, ça n'a pas changé par rapport à Broken Rim Moratti, c'est très fort. Ensuite, le trait de commandement va être la malédiction de la main sanglante à la phase de combat. Jetez un dé pour chaque unité à 3 pouces ou moins de ce général. Sur 5+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. C'est très aléatoire, mais ça peut toujours faire des petits dégâts. Alors encore une fois, le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut vraiment exposer son héros, que si on joue ça, c'est que notre héros est une Melusai, donc corps à corps ou magicienne, et que t'as pas spécialement envie d'aller l'exposer. Mais si tu le mets sur un Iron Scale
qui lui a encore une aptitude pour rajouter encore une attaque au Mélusaille, on continue, lui t'as envie de l'emmener au corps à corps, parce qu'il faut qu'il soit au corps à corps. Donc pourquoi pas. Yes. Et enfin, l'artefact, c'est le talisman écarlate, soustrait 1 au jet de blessure pour les attaques d'armes de mêlée qui simulent le porteur. Bah voilà, quand t'envoies ton Iron Scale au corps à corps, tu le protèges un tout petit peu. Il y a une synergie globale, voilà. C'est pas mal quand on joue des Mélusailles. Pour conclure globalement sur ces sous-allégeances-là, il y a la nouvelle qui est quand même là, en termes de plaisir de jeu, et je pense en termes d'efficacité, elle se pose là. Et après, dépendamment des optiques de la liste, à part peut-être la Skep, que j'ai un peu du mal à voir comment tu l'as fait fonctionner, donc la Krace, les autres, elles sont toutes OK. Voilà. Elles te permettent toutes d'adapter ton gameplay à ta collection de figurines ou ce genre de choses. Il y en a vraiment aucune où tu la vois, tu dis c'est vraiment naze. On rentre maintenant dans le dur. Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. On rentre maintenant dans le dur du Battle Tome avec justement les War Scrolls. On verra les bataillons juste après. On commence, à mon avis, par l'entrée ou en tout cas la figurine qui a fait Maître des gens à Age of Sigmar et Maître des gens au Daughter of Cain. Voilà. Alors pas Age of Sigmar mais Daughter of Cain. Avec Moratti Kane, on est sur deux profils qu'on doit jouer ensemble, la version à pied et la version serpentine mutée, on va dire en reine, en déesse, où là pour le coup c'est intéressant. Historiquement tu en jouais qu'une qui se transformait, qui se morphait, et maintenant justement tu vas jouer les deux sur la table. Donc tu as l'obligation de payer les deux et elle vaut 600 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce War Scroll, son fonctionnement et son rôle au sein d'une liste? Alors t'as vraiment l'incarnation du personnage sorcier totem et l'incarnation du gros-ton qui va taper. Voilà, les deux profils sont vraiment très séparés. Excuse-moi, si on devait juste, lequel est qui entre nous? Je vais préférer être Moratti Kane. Je vais te laisser taper comme un gros-ton. La petite, donc la version sorcier, est un très bon sorcier, qui peut lancer 3 sorts, qui a un sort qui va très loin, son éclair noir, qui a une portée de 36 pouces, qui met des blessures mortelles, c'est très appréciable, qui a des bonus au lancement, donc ça aussi c'est assez cool, qui a une aptitude de commandement qui est très forte, qui permet à l'unité de soit retirer, soit combattre une deuxième fois, donc ça va doubler la létalité d'une unité, ça c'est vraiment très bien. Et par rapport à avant, elle a le grand bonheur en fait de ne plus pouvoir être tuée, parce que ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand les dégâts sont faits sur la petite Moratti, elles sont transférées sur la grosse, dans une limite de 3 par tour. Donc ça sert à rien d'asmater la petite avec tout ce que tu peux faire. Dans tous les cas, ça va repartir sur la grosse qui ne peut de toute manière, elle, que prendre que 3 blessures. Elles ne peuvent pas être slain. Et elle a 12 PV, comme on le voit. Et elle a 12 PV, donc en fait, elle va durer 4 phases, on va dire. Donc ce qui permet à la petite d'être un personnage totem pour lancer les sorts, qui peut s'exposer, parce qu'elle va pas être punie derrière. Il faut imaginer que la grosse version de Moratti, donc la version Shadow Queen, va aller au corps à corps, parce que c'est son seul but, n'est pas si tanky que ça, donc va prendre ses 3 PV, logiquement. Sachant qu'elle frappe un peu moins fort qu'avant, elle va plus asmater tout ce qu'elle touche, donc globalement elle va perdre ses 3 PV, donc tu peux exposer la petite de manière relativement stable. Ça c'est quand même très appréciable. C'est, je pense, aujourd'hui le meilleur fiabilisateur de rasoir mental, parce qu'elle va être à Wally Within 18 des unités qu'elle a envie de buffer, parce qu'elle va avancer. Encore une fois, très bonne aptitude de commandement, tanking encore une fois très correct, elle a -1 pour être touchée aussi elle, donc par exemple en Kylie Brown tu vas avoir -2 pour la toucher, elle est vraiment bien, la petite. Et justement, la grosse, parce que la petite, certes, elle va permettre de tirer. Donc globalement, il faut justifier une figurine qui vaut 600 points. Est-ce que le fait de refaire taper, soit au tir, soit au corps à corps, justement, compense ces 600 points par rapport au fait que si maintenant on commente un petit peu la grosse, elle a quand même perdu -1 en reine sur son attaque principale. C'est très très mal ça. Et tu as fait des petites stats, ça joue beaucoup sur sa létalité quand même. C'est 40% de létalité en moins. Alors, sur son profil global. Sur son profil global. En fait, elle avait gagné 2 attaques sur l'écorche-cœur entre le premier Battle Tome et Broken Ring Moratti. Donc elle avait pris un bon up en létalité. Et là, elle prend un gros nerf en létalité. Donc il y a quand même beaucoup de changements en l'espace de 2 mois. Elle n'est pas sorcier. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a perdu dans Broken Ring Moratti la capacité d'être un sorcier, même si c'était un mauvais sorcier qui lançait qu'un sort et qui n'avait pas de bonus, c'était un sorcier. Et aujourd'hui, tu aurais vraiment eu envie qu'elle le soit, parce qu'elle, elle est devant pour un rasoir mental ou pour le sort persistant qu'on va voir tout à l'heure, qui est super cool sur le papier, mais très dur à mettre en place sur la table. Maintenant, est-ce que c'est justifié par rapport à son coût en points? Je pense qu'en fait, la petite, via son aptitude de commandement, se rentabilise quand même très facilement, parce que refaire tirer une deuxième fois, au hasard, une unité de 20 Stalkers, qui coûte 560 points, et qui fait très mal, tu les rentabilises très vite tes points. Donc à côté de ça, tu as quand même 2 héros vraiment très durs à tuer, un qui est un très bon buffer, un qui est un monstre, qui en soi ne vaudrait pas son coût en points pris indépendamment. Mais c'est toutes ces synergies autour qui fait que les deux valent 600 points. Sur des scénarios des héros, par exemple, c'est exceptionnel d'avoir 2 héros qui sont très durs à tuer, qui peuvent pas être slain. Elle se projette moins qu'avant, mais elle se projette quand même. Il faudra l'accompagner d'un rasoir mental, il faudra l'accompagner de prières pour qu'elle fasse vraiment le boulot. Sinon, en termes de dégâts purs, elle est un peu décevante par rapport à un mot crochat. Elle est toujours meilleure qu'un Behemoth en termes de dégâts. On va pas se mentir. Voilà. Je sais pas si le nerf était justifié sur l'écorche-cœur. Maintenant, il est là, va falloir qu'on fasse avec. Pas 150 €. Non, la figue est très très belle.
Comme tu as dit, je pense que c'est une des figurines qui donne envie de jouer Daughter of Kain. Elle t'induit quand même un gameplay qui est assez unique, avec ces deux figurines miroirs qui se renvoient les blessures, etc., qui sont très stables, parce que tu es sûr que tu vas les avoir sur un certain nombre de tours, on peut pas te les tuer T1, etc. Encore une fois, tu as perdu le trick de mouvement de la transformation que tu avais avant, il faudra s'y faire, maintenant c'est comme ça. Le nerf fait mal, mais globalement la figurine est très correcte, cohérente avec son coup en point, c'est à peu près, on joue dans la même catégorie qu'un Teclis, et ça fait un boulot différent sur la table, mais ça fait autant de volume, on va dire, de jeu, de tricks qu'un Teclis, donc c'est vraiment bien. On découvre ensuite le Blooddrake Shrine et le Blooddrake Medusa. Respectivement, le Behemoth, donc le Blooddrake Shrine, lui, vaut 160 points, et la Medusa, elle, vaut 100 points. Est-ce que tu peux nous présenter ces profils et justement les critiques? Alors déjà, au niveau des coups en point, il y a une énorme baisse de leurs coups en point, qui est quand même très appréciable, parce qu'elles fonctionnent moins bien qu'avant, notamment parce que tous les sorts sont plus durs à lancer, vu qu'on a perdu la Shadowstone, et sont à Wally Within 18. À côté de ça, pour le coup, c'est un War Scroll qui a que des buffs. C'est-à-dire qu'elles ont gagné une dissipation supplémentaire, ce qui est quand même agréable. Le profil de corps à corps a été légèrement amélioré, elles sont pas là pour ça, mais mine de rien, c'est déjà arrivé de leur mettre tous les buffs de la terre, des prières, des brouets de sang, des rasoirs mentaux et de les envoyer, et ça te flingue un héros sans aucun problème. La différence entre la version à pied et la version montée, c'est déjà un certain nombre de deltas de points de vie sur le Shrine, qui va mettre ses petites touches d'impact comme tous les chaudrons quand tu charges. Sur 2+, tu mets les 3 blessures mortelles. Et lui a une aura de blessures mortelles autour de lui, aura dégressive en fonction de ses points de vie, qui va mettre encore une fois un volume correct de blessures mortelles autour. C'est toujours bon à prendre. Il y avait une vraie différence de coup en point avant, cette différence a été nettement baissée, et la version Shrine vaut à peine plus cher que l'ancienne version à pied. Je pense qu'on va être content d'aller chercher le Shrine pour les points de vie supplémentaires. Franchement, c'est une bonne surprise. Elle a aussi gagné une dissipation supplémentaire, elle peut dissiper 2 fois au lieu d'une. Ça t'apporte une meilleure défense contre la magie. Alors tu n'as pas de bonus pour dissiper, et quand tu vois en face des Teclis, des Croates, des gars qui sont durs à dissiper, c'est pas ça qui va changer ton rapport à la magie en face. Mais quand t'as par exemple une main de gore qui a dissipé, ou juste 1 ou 2 sorts comme ça, t'es content de pouvoir dissiper les deux. J'aime beaucoup en fait le fait que ces figurines voient leur coup en point baisser, puisque Age of Sigmar est un jeu qui oriente vraiment pas les hordes, mais le fait que tu aies des réductions des coups en point ou que les buffs se fassent sur une unité entière et pas à la figurine, tu joues jamais 10 archers. Si tu peux en mettre 30, t'en mettras 30. Tu joues jamais 10 witch. Tu peux en mettre 30, t'en mettras 30. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est occupe le terrain, parce que même si à OS aujourd'hui c'est 1 pouce de cohésion d'unité, t'as plus de restrictions comme à 40k justement pour limiter les hordes sur tout ça. Ouais, et puis quand tu buffes, autant buffer 30 figurines que 10. Exactement. Donc en fait, tu te retrouves avec des choses très binaires justement dans la construction de liste. Tu sais quoi? Plutôt que de mettre, je sais pas, 6 x 10, tu mets 2 x 30 copains. Et là au moins j'aime bien parce que tu vas avoir des listes un petit peu plus émessues, tu vas pouvoir assaisonner tes listes avec des chaudrons qui sont beaux que pour 160 points. Donc tu vas avoir des listes qui esthétiquement vont être plus belles, avec des tricks de jeu, avec une complexité de lecture et de jeu qui vont être plus poussées, avec des figurines qui coûtent pas cher et qui sont structurantes. Je pense au chaudron et pas de la figurine à pied bien évidemment, mais j'aime ce genre de buff sur les coups en point. Ouais, ça c'est vraiment une vraie bonne surprise parce que la méduse était emblématique en fait. Le Shrine valait trop cher donc tu le voyais quasiment jamais. Mais par exemple, quand tu regardes. Ouais, en fun. Mais là, je pense qu'en compétitif, même ou sur une liste un peu compliquée, vu le delta de coups en point du Shrine par rapport au modèle appli, je pense que tu vas aller chercher ton Shrine parce qu'il t'apporte quand même beaucoup de tanking par les points de vie supplémentaires. Et tu regardes, tu as quand même beaucoup d'allégeance. Par exemple, on parlait de Kyle Lebron où il y a que le général qui peut faire la téléportation. Donc tu as envie de le protéger, ton général. Donc mine de rien, tu as moins 1 pour le toucher au tir. Alors c'est un Behemoth donc il bénéficie plus de son attention messire, mais l'aptitude de Co c'était moins 1 pour être touché, donc tu reviens sur ton moins 2. T'as quand même 5 ou 6 PV supplémentaires. Voilà, ça apporte vraiment quelque chose. Pour 160 points, je le trouve vraiment très correct. Et c'est bien parce qu'en fait, ils ont vu qu'ils avaient nerfé le rasoir mental, parce que clairement, la Méduse, c'était le lanceur du rasoir mental. Ils ont vu qu'ils avaient nerfé et le sort et l'artefact qui le fiabilisait. À côté de ça, ils ont nettement descendu les coups en points de la Méduse. Du coup, c'est cohérent. Voilà. C'est peut-être moins fort que ce qui était avant, mais c'est plus cohérent et ça va permettre de voir plus de shrines et donc d'apporter des petites BM, ce genre de choses. Ça, pour le coup, c'est la vraie bonne surprise. Cette analyse, en fait, de coups en point, on va retrouver exactement la même sur les Hack Queen et les Slaughter Queen, qui, elles aussi, ont pris des nerfs à la truelle, mais leur coup en point a beaucoup été baissé. Donc, globalement, c'est cohérent et c'est bien. On enchaîne ensuite avec la Medusae Iron Scale. C'est la petite figurine, grande dame, mais petite figurine qui était justement dans la boîte Shadow and Pain, et qui malheureusement n'est pas encore vendue en solo. Par contre, elle vaut que 110 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? C'est pareil, son coup en point a fait une cure d'amaigrissement entre Broken Ring, Moratti et ce nouveau Battle Tom, donc bonne surprise. Le profil n'a pas changé. Elle apporte ce qu'elle n'apportait pas dans Broken Ring, Moratti, c'est-à-dire qu'en fait, les unités Medusae de l'armée, donc les serpents, ne sont pas des lignes. Peuvent le devenir quand tu as un général. Avant, ce n'était que la Blooddrake Medusae. C'était pas logique en termes de cohérence que ce héros ne t'apporte pas cette option-là, donc maintenant il te l'apporte. Donc gros bonus sur la construction de liste. 30 points de moins sur son profil.
Un profil qui en soit correct. Alors, elle tape correctement. Avec 3 attaques, 3+, rien de moins 1 dégâts des 3. C'est le profil classique de dégâts des héros dans cette valeur de points-là. Et elle t'apporte quand même une aptitude de commandement qui est exceptionnelle, qui permet de courir à 2d6 et de tirer ou de charger. Donc autant dire que personne n'échappera ni à vos Blood Sisters, ni à vos Stalkers. En termes de portée, ça va vraiment extrêmement loin. Et une aptitude qui est beaucoup plus difficile à mettre en place, qui fait que si elle a tué une figurine au corps à corps, les autres unités de Melusai vont gagner plus d'une attaque au corps à corps. C'est dur à mettre en place, mais ça vaut le coup, parce que c'est quand même très fort si tu arrives à le faire, ça vaut le coup de se creuser la tête pour dire comment je vais faire pour que lui tape, tue quelqu'un, que la riposte me fasse pas trop mal pour buffer. Enfin, c'est pas monstrueux, mais ça donne envie de se creuser la tête. C'est 3 attaques en 3+, rien de moins 1 dégâts, hein, donc ça se fait. Ça se fait. Mais après, le problème, c'est qu'entre temps, tu prends la riposte de ton adversaire, parce que tout le monde n'est pas luminette, tout le monde tape pas 2 par 2, tu vois. Donc, Ah, sorry. Mais c'est un bonus qui coûte pas de points de commandement. Si t'arrives à le mettre en place, t'es content. T'as envie d'essayer de réfléchir à comment je mets ça en place. Et l'aptitude de coup est quand même vraiment très fort. En termes de projection, c'est génial. La course à 2d6 et la charge derrière, c'est TGV. Alors, si tu fais TGV, t'as plus aucune aura, donc t'as plus aucun buff. Le truc, c'est que les Melusai ont été améliorés par leur War Scroll et par une baisse de leur coût en points, qui fait qu'elles ont peut-être moins besoin de bonus. Encore une fois, c'est quand même pas mal. Quand on pense en plus à la nouvelle sous-allégeance qui permet de désengager charger, voilà, ça sonne comme un gameplay vraiment plaisant. Ça. On va ensuite passer à tes nouveaux meilleurs amis. Ça sera ton porte-bonheur. C'est Conquest of Blue Tide et donc la Blood Coven. En gros, c'est la Hack Queen accompagnée de 4 copines qui font partie justement de la boîte Shadespire. Là, c'est bien parce que ça ne vaut que 80 points. C'est ça. Donc pour le coup, ça, non mais t'es pas en train de te faire assassiner pour jouer un kit un peu plus stylé quand même. En fait, elle est ultra cohérente parce qu'elle vaut 10 points de moins que la Hack Queen générique. Pour 4 figurines en plus, dont une Stalker. C'est-à-dire un archer pas mauvais. Donc franchement, ça a été une très bonne surprise. Alors pourquoi elle vaut 10 points de moins? Elle a une attaque de moins que la Queen classique, on s'en fout, elles sont pas là pour taper. Par contre, elle est nommée, donc pas de trait de co, pas d'artefact, et elle est Agnar. En fait, tu peux la jouer que dans Agnar. Voilà. C'est pour ça qu'elle vaut 10 points de moins, mais du coup, pour le coup, c'est hyper cohérent. Voilà. Parce que certes, tu peux pas la customiser, elle tape un tout petit peu moins fort, elle a ses 4 copines un peu gadgeto, ça sert à rien à côté, mais elle est jouable. C'est la première fois qu'un truc de Shadespire est parfaitement jouable et parfaitement cohérent par rapport à son équivalent non nommé. Franchement, je suis très content. On va maintenant parler justement ce avec quoi tu l'as comparé, c'est-à-dire la Hack Queen générique. C'est rigolo parce qu'historiquement, elle a fait du yo-yo au niveau des coups en points, c'est hallucinant. Quatrième changement de coup en points. Et là, elle est à 90 et je trouve que c'est parfait comme équilibrage. Oui, peut-être 80. Et ben, joue celle de Shadespire. Elle a eu aucun changement en elle-même à part le brouet de sang sur lequel on va revenir parce que c'est vraiment très structurant. Donc, elle a toujours la possibilité de lancer la prière Kainite globale, les prières de son War Scroll qui n'ont pas changé. Donc, la première étant d'améliorer les dégâts de son épée qui, au lieu d'être à dégâts 1, va passer en dégâts D3. C'est 4 attaques, 3+, 4+, rien de moins 1. C'est pas une brute de close, mais le jour où tu as besoin de l'envoyer, cette petite prière est toujours bonne à prendre. Et après, une prière qui, pour le coup, sonne vraiment très V1 avec prends 2 dés dans ma main et si tu trouves le bon, tu prends des 3 mortels. Pourquoi ils ont pas changé ça, je sais pas. Sur un 4+, bordel. Sur un 4+, ça va plus vite, mais bon, c'est mignon. Là, tu vois qu'ils n'ont pas trop retravaillé le War Scroll. Là où ils l'ont retravaillé, c'est le brouet de sang. Alors avant, le brouet de sang, c'était extrêmement fort. C'était, tu choisis une unité à 3 pouces. Pas Willy Wizin, évidemment. L'unité peut relancer les jets pour blesser et immuniser bravery. Donc, t'en jouais une ou deux minimum, parce que t'avais vraiment besoin de ça pour la létalité globale de l'armée. Ces deux règles n'ont pas changé. Tu es toujours immunisé bravery et tu peux toujours relancer tes jets pour blesser. Seulement, au lieu d'être automatique à 3 pouces, on se doutait que le 3 pouces, il allait changer. Le Willy Within 12 fait très mal. Parce qu'encore une fois, ça va t'obliger à jouer très paquet, et l'aléatoire fait très mal. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, tu vas acheter un dé. Ça ne va marcher que sur un 5+, au tour 1. Et après, pour chacun des aptitudes que tu vas gagner sur l'aptitude globale, tu vas avoir +1. C'est-à-dire au tour 2, tu vas passer sur un 4+, au tour 3, tu vas passer sur un 3+, etc. On a vu qu'il y avait des leviers pour avoir parfois +2. Il y a des leviers, Agnar va te donner +1, donc tu vas passer sur du 4+, dès le tour 1. La prière Sacrement de Sang va encore te donner +1. L'avatar de Kain va te donner encore +1. Donc tu peux, en fait, dépenser des ressources, aller chercher un temple, prendre un avatar, pour compenser la grosse aléatoire que tu as récupéré sur cette aptitude qui est automatique. Le changement de portée, il est normal. Même si la portée est courte, ça fait mal, mais on va se débrouiller. Par contre, l'aléatoire, c'est quand même vraiment quelque chose qu'on n'aime pas, parce que c'est toujours le truc où tu tapes ton as, quand tu as tout synergisé, t'es +2, t'es +3, du coup ma prière, au lieu de passer à 5, elle va passer à 2+1. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, le brevet de sang est extrêmement structurant dans les dégâts de ta liste,
Et mine de rien, dans ta résilience aussi, parce qu'être immunisé braverie, t'en as besoin en Daughter of Kain. Donc ce gros nerf fait quand même vraiment super mal. Et le problème, c'est que les unités qui en bénéficiaient le plus, encore une fois, c'était les unités populeuses humanoïdes, Sister et Witch. Les serpents en bénéficient quand même moins. Et les serpents ont été buffés, les unités humanoïdes ont été nerfées, et en plus de ça, on va dire l'huile dans leur moteur a été nerfée aussi. Ça tend encore une fois vraiment le gameplay vers les serpents, ce qui est un peu dommage parce qu'avant ce Battle Tome, je trouvais qu'il y avait un vrai équilibre entre on va dire les humanoïdes et les mélusailles, et que Games avait bien fait le boulot, tu pouvais jouer un peu tout ce que tu voulais. Et moi ce que j'attendais de ce Battle Tome, c'était vraiment de pouvoir jouer ce que j'avais envie de jouer dans ma collection. Et là, si tu veux un peu optimiser, les serpents ont quand même beaucoup d'avantages. Alors après, ça a été compensé par une baisse de coût en points, donc assez légère sur la Queen à pied, par contre beaucoup plus importante sur la version chaudron, qui garde le même avatar, donc il doit être animé, donc c'est une prière supplémentaire que les Queen peuvent avoir en plus, donc il s'anime sur du 3+, sur un 1 tu prends ta blessure mortelle, et à partir du tour 3, ou par exemple du tour 2 en Agnar, il est animé tout le temps, donc lui très fiable, il met toujours des gros pains, il est toujours Reine -2, il est toujours dégâts 3, etc. Pour 220 points alors? Pour 220 points, franchement, c'est correct en soi, parce que ça va limite devenir un behemoth qui tape fort pour son coup en points, et qui de temps en temps, sur un jet de dés un peu aléatoire, va mettre son brouet de sang et sera content. Limite, tu vas le lancer sur toi-même, voilà, pour relancer tes jets pour blesser. Mais avant, c'était vraiment le totem synergisable de l'armée. Après, t'as toujours les mêmes règles hein, sur le chaudron, hein. T'as les bonus en sauvegarde, dans une aire d'effet, etc. Ça n'a pas changé. Les petites blessures à l'impact et tout. Maintenant, ça devient une unité bélier qui va taper très fort, et qui va t'apporter des bonus corrects, dont un très aléatoire. Donc ça a vraiment changé le rôle de la Queen. La Queen à pied, t'en as toujours besoin parce que le brouet de sang peut passer, t'as besoin des prières, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais elle est passée de très fiable à beaucoup plus aléatoire. Et malheureusement, je pense que pour la synergiser de manière vraiment efficace, faut aller chercher la prière pour te synergiser, donc prière que tu ne lanceras pas pour buffer une autre unité, le temple qui va bien, les artefacts qui vont t'aider à être un tour plus loin, le trait de commandement, il y en a un qui fait ça, qui permet pour au final aller chercher un 2+ ou un 3+. En début de partie, c'est difficile de passer les brouets de sang. Et le problème, c'est que c'est en début de partie que tu as besoin de les passer. On enchaîne maintenant avec la Slaughter Queen à 100 points à pied et à 270 sur son chaudron. Qu'est-ce que tu peux dire donc sur ce Warscroll? Qu'est-ce qu'il fait? Bonne surprise parce qu'en fait, elle a baissé de coût en points. Alors, la Slaughter Queen, c'est le pendant de la Queen, plus offensif et moins buffer. Donc en fait, la baisse de coût en points, accompagnée de quasiment aucun nerf, est une très bonne surprise parce qu'au final, elle fait toujours ce qu'elle faisait avant. Elle n'a pas le brouet de sang, donc elle n'est pas impactée par tout ce que je viens de dire avant. Elle lance toujours ses prières, elle meule toujours autant. Elle a toujours sa bonne aptitude qui permet à l'unité de recombattre en face de héros. Évidemment, une seule fois, la portée est plus courte qu'avant, est en Wally Wishing, etc. Mais globalement, c'est une unité qui a quasiment rien perdu, à part sur son coup en points. C'est une bonne surprise, parce que c'était une pièce qui était assez centrale dans une armée Daughter of Kain, que tu vas continuer à jouer. Elle t'apporte toujours les très bons bonus du chaudron. Et encore une fois, c'est un behemoth qui meule fort pour 270 points, très correct. On enchaîne ensuite avec la première unité de ligne, à savoir les Witch Elves. Elles sont jouables de 10 à 30 et sont payées 100 points par tranche de 10, donc de 100 à 300 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces petites dames? Alors, une unité emblématique des Daughter of Kain d'avant, qui a perdu une de ses règles qui leur donnait une attaque supplémentaire. Donc en fait, elles sont passées de 3 ou 4 attaques, dépendamment de si vous les jouez en bouclier ou en paire de lames, à 2 ou 3 attaques, dépendamment de si vous les jouez en bouclier ou en paire de lames. Leur coût en points n'a pas baissé. Donc en fait, c'est juste un nerf de leur létalité, sachant qu'on vient de voir qu'elles sont plus difficiles à buffer. Le rasoir mental est un peu moins efficace. C'est plus compliqué de leur mettre un brouet de sang. Donc globalement, t'as que des nerfs là-dessus. Alors, la perte de l'attaque en plus a été compensée par un +1 pour blesser. Mais encore une fois, 4+ pour blesser relançable avec le brouet de sang à 75% de chance. 3+ pour blesser pas relançable, 66. Donc mine de rien, elles ont quand même perdu en tour 4 sur le jet pour blesser, sauf au tour 4. Et elles ont quand même perdu littéralement une attaque. Ce qui fait que je pense que maintenant, leur optique principale, c'est plus d'être des cordons, joués par 10, ou alors c'est plus de leur mettre des boucliers qui renvoient toujours une blessure mortelle sur du 6, et de leur mettre tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tu fais des 1, tu prends une BM, je fais des 6, tu prends une BM, tu me tues sur 5+, tu prends une BM, de buffer ça et de les envoyer. Ça fait des cordons. Elles ont perdu en létalité, c'est quand même un peu dommage. Après, ça reste des figurines qui ont quand même 2 ou 3 attaques tête, qui touchent à 3, qui peuvent avoir des bonus de +1 pour toucher, qui peuvent relancer les 1. Qui peuvent passer Reine -1. Qui peuvent passer Reine -1 avec leur rasoir mental, qui dans la bonne sous-allégeance vont aussi passer Reine -1 en chargeant, qui ont quand même des bons bataillons qui sont autour d'elles, la Cauldron Guard notamment, qui leur apporte des bonus qui sont sympathiques. Ça reste correct pour 10 points pièce, la figurine. Elles ont pris un tout petit nerf sur leur bannière,
ton pote tout à l'heure, qui fait qu'elles sont un tout petit peu moins résistantes à la braverie qu'avant. Ça veut dire en gros qu'avant, en fait, elles jetaient 2 dés et elles retenaient le meilleur. Maintenant, elles vont pouvoir relancer le jet. Ça fait que globalement, si jamais on est un petit peu cupide et qu'on veut relancer un jet qui était ok, ça peut être pire. Alors qu'avant, on avait de la visibilité tout de suite pour, bah tu sais quoi, un des deux c'était un, c'était pas le premier ou le deuxième, tu vois. Maintenant, elles peuvent toujours courir et charger, donc elles ont toujours une très bonne projection. Mais comme elles ont besoin d'être buffées, t'as pas envie de te servir de cette projection-là, parce que sinon tu vas sortir de tes auras. Globalement, un petit peu moins que leurs sorts qu'on va voir juste derrière, qui sont elles les grandes perles d'âme du Battle Tome, et ça me fait très mal à mon petit cœur. Les Witch ont quand même pris relativement cher, mais elles sont cohérentes. Voilà, pour leur coup en point, ça va. On enchaîne ensuite, comme tu l'as dit, avec leurs sœurettes, à savoir d'ailleurs les Sisters of Slaughter. Elles, pour le coup, pareil, sont jouables de 10 à 30, sauf qu'en fait, elles coûtent 120 points par tranche de 10. Donc 120, 240, 360, les 30. Ouais. En fait, elles n'ont pas changé, elles ont toujours le même profil. Donc 2 attaques, 3+, 4+, soit la possibilité de leur en donner une supplémentaire pour remonter à 3 attaques, toujours 3+, 4+, avec la dague, soit le bouclier pour envoyer des blessures sur des 6 et quand même gagner plus en sauvegarde au corps à corps, ce qui n'est pas négligeable. Elles ont toujours le pile-in à 6, La danse de la mort. avec l'éligibilité à 6 et la possibilité de faire 3 pouces supplémentaires quand elles font leur pile-in, donc à 6. Le problème, c'est qu'elles ont pris 60 points. Avant, elles valaient 300, maintenant elles valent 360, c'est quand même très très cher payé. Pour l'instant. Pour l'instant, ça fait quand même mal. Elles sont plus difficiles à buffer. C'était quand même l'unité de projection par excellence. Donc là, elles vont sortir de toutes les auras dès qu'elles vont commencer à utiliser les tricks de retraite et pile-in, ce genre de choses. Elles vont perdre toutes leurs auras. En elles-mêmes, elles font pas assez de dégâts. Et le problème, c'est que leur grosse synergie venait du rasoir mental. Pour bénéficier du rasoir mental, maintenant, il faut charger. Et elle charge quasiment jamais, elle pile-in. Donc ça fait beaucoup pour cette unité qui était une unité qui était agréable à jouer, qui t'apportait énormément de tricks. Elle a pris malheureusement trop cher sur sa létalité, sa faculté d'utilisation, parce que soit en fait tu fais comme avant, tu la joues comme avant en unité très glace canon, et tu la buffes plus, et donc elle fait plus assez de dégâts, soit tu la joues comme un bête régiment de ligne, tout paquet par groupe de 30 au centre de ta ligne, tu lui mets tous les buffs de la terre, et elle s'en sert en chargeant normalement, c'est-à-dire qu'en fait elle fait ce que les Furies faisaient avant, pour 60 points de plus. Ça fait mal. On passe ensuite à une bonne surprise, puisque pour le coup, une unité qui nous vient de Warcry avec les Kenneth Shadowstalker, elles sont jouables de 9 à 18 pour 100 points les 9, donc 200 points les 18. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elles? Alors, il y a 2 règles qui sont très fortes sur cette unité. Il y en a une qui est vraiment exceptionnelle, c'est leur capacité de se téléporter tout le temps, à 9 pouces de l'adversaire. En termes de contrôle map et de prise de points, c'est vraiment génial. C'est pour ça uniquement qu'on va les jouer, parce que leur létalité est quand même moyenne. Ils ont un tir qui est assez sympa parce qu'il met des BM sur un 6 pour toucher, mais comme ils ont un faible volume de tir, pour le coup, ça s'est pas craqué. Et surtout, ça tire à 6, ITP à 9 de l'adversaire, donc ils tireront quand même très peu. Par contre, en termes de menaces et de prise de points, ils sont exceptionnels. Parce qu'ils vont rester derrière, comme les tri revenants des Sylvanettes en fait, ils vont rester derrière suffisamment longtemps pour tenir tes objectifs à toi, avec des unités qui ne servent quasiment à rien d'autre parce que leur létalité est pas folle, pendant que le reste de ton armée va rusher l'adversaire. Et quand tu auras commencé à faire le ménage, quand les comètes vont tomber, quand les adversaires vont s'éloigner des points, c'est une menace constante en fait. Donc c'est vraiment une très très bonne unité. Par 9 ou par 18? Par 9, je pense que ça Parce que suffit. sinon, il faut acheter 2 boîtes de Warcry. Alors le problème, c'est qu'ils sont pas vendus aujourd'hui indépendamment de la boîte Warcry Catacombe. Ce qui fait mal, après, quand tu vois les modèles, la boîte de Corsair Elfe Noir a des lames dentelées, a des arbalètes de poing. Moi, je prends des Corsair Elfe Noir. Les modèles n'ont pas trop vieilli, voilà. C'est vrai qu'ils sont à côté de ça très jolis. Leur leader a 2 points de vie supplémentaires, a une arme pour faire des dégâts, donc mine de rien, ça peut aller sniper un petit personnage. C'est vraiment une très bonne surprise. La fameuse release d'Author of Ken qui a beaucoup perfé récemment, en jouait 2 ou 3 unités. Voilà. Et vraiment, en termes de pression sur l'adversaire, c'est exceptionnel parce que il reste derrière, caché dans les décors, des lignes de vue et tout. Et dès que l'adversaire s'éloigne, hop, il TP. Donc c'est des preneurs d'objets exceptionnels. Et c'était une difficulté des Author of Ken qui avait quand même un gameplay assez vertical et qui aujourd'hui l'ont encore plus parce avec que les Kinerai à l'époque. voilà, c'est aujourd'hui tu veux rester dans tes bulles pour bénéficier de tes effets, c'est vraiment t'as plus tous les petits tricks de mouvement sur le côté, etc. Et quand tu vois que t'as quand même une sous-allégeance qui permet d'invoquer 5 Kinerai et que t'as des petits bijoux comme ça qui peuvent se TP sur les objectifs, tu vas regagner en termes de prise de points ce que le gameplay dans les Aura Wally Within t'avait enlevé. Franchement, cette unité est très très bien. On enchaîne ensuite avec les Doomfire Warlock. Je pense clairement que la personne qui a écrit End Time, donc qui à mon avis n'existe plus, ne les aimait pas, parce qu'ils étaient ok sur Battle, et depuis AOS, ils sont chelous. Là, ils vont être jouables de 5 à 20, et ils vont coûter 120 points les 5. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces petits messieurs, si ce n'est quand même qu'ils bougent de 14? Alors, ils ont perdu 20 points, c'est le seul truc de bien qui leur est arrivé. C'était quand même déjà pas une unité qu'on voyait énormément. Ils ont perdu 2 choses, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la possibilité de lancer
d'autres sorts génériques. Ça fait quand même super mal, parce qu'avant, ça pouvait être un lanceur de rasoir mental, ou ça pouvait être un lanceur de sueur de désespoir pour les tricks sur la page, etc. Aujourd'hui, ils ne peuvent lancer plus que leur sort signature, qui est passé de 18 à 12. Donc ok, c'est un éclair noir qui met des blessures mortelles, c'est toujours sympa. Mais ils ont perdu de la polyvalence. Ils ont perdu 6 pouces de portée, ce qui est énorme en face de héros. Alors ils ont gagné 1 pour blesser sur leurs attaques de corps à corps et leurs arbalètes. Ouais, c'est pas pour ça qu'on les prend. Et même dans leur rôle, vu que c'est plus des bons sorciers, dans leur rôle de se dire c'est des preneurs de points, ils bougent de 14. Maintenant t'as les Shadow Stalkers qui sont bien meilleurs, ou t'as les Kinerai qui de tous les cas ont été supérieurs. Tu sais où je pense qu'ils sont très bons? Dans Old World. On enchaîne ensuite avec, pour le coup, encore une fois, une unité ultra iconique de ce Battle Tome, c'est bien sûr l'Avatar of Khaine, il coûte 130 points. Alors il coûte 130 points pour une unité qui est quand même très correcte en termes de tanking, et qui meule comme son pendant sur Chaudron, c'est-à-dire bien, avec 4 attaques, 3+3+, reine -2, dégâts 3. C'est exactement le même qu'avant, c'est-à-dire que vous devez l'animer, donc au tour 3 il est automatiquement animé, sinon il faut passer une prière, donc il y a toujours le risque de faire le 1 au mauvais moment et l'avatar qui va pas s'animer. Par contre, pour compenser un peu tous les nerfs sur les prières, on a eu un petit +1 pour caster nos prières à proximité de l'avatar. Ce qui fait qu'avant, on ne le prenait jamais, parce que trop risqué de ne pas réussir à l'activer, même s'il a un châssis extrêmement correct pour son coup en points, il vaut que 10 points de plus que des Bloodfire Warriors, et il est nettement meilleur. Mais là, le bonus de +1 en prière t'apporte quand même une stabilisation que je pense que tu as envie d'aller chercher. Donc dans des listes basées sur la possibilité de lancer des prières, donc plus des listes, on va dire, avec des humanoïdes plutôt qu'avec des serpents, ou même si tu as envie de stabiliser là ou les 2 prières que tu as, franchement, pour 130 points, ça te fait un bon marteau et un petit fiabilisateur, avec le risque de ne pas réussir à l'animer dans les 2 premiers tours, et comme il n'est pas très rapide, d'avoir un peu de retard sur le reste de ta liste de bataille, mais il est très très cohérent. On parlait tout à l'heure justement du fait de trading de ressources. Aujourd'hui, on est dans un méta de t'as 3 packs, j'en ai 4, et ainsi de suite, blablabla. Maintenant, ça se fait au tir. À l'époque, ça se faisait au corps à corps et ça se faisait plus sur des tricks de mouvement pour aller prendre des objectifs. Je pense que c'est des bons palliatifs justement parce que ça ne sont pas que des buffers. Tu en as besoin pour fiabiliser tes prières. Et en plus de ça, c'est une mini ressource qui te permettra de pas être considéré comme dans ton pool de ressources échangeables, mais qui lui va pouvoir embêter une des ressources adverses. Bah, c'est pas qu'une mini-ressource, il met quand même 8 blessures en stats, avec de la reine -2. Ça aurait été une très bonne unité de chasse pour 130 points, il aurait vraiment été parfait, mais c'est pas une unité que tu as envie de déporter. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus un dommage dealer occasionnel, mais c'est quand même une pièce que tu dois garder au centre de ton armée, avec tes persos totems autour, qui eux-mêmes doivent être au centre de l'armée pour maximiser tes faibles portées d'aura. Voilà. Mais franchement, pour son coup en points, et la polyvalence qu'il peut t'apporter, très cohérent, parce qu'on peut imaginer qu'au début, il va buffer les prières, et qu'après il va partir tout droit en TGV pour essayer d'aller tuer des unités gardiens de but ou des petits persos totems ou ce genre de choses. Franchement, très cohérent. On enchaîne ensuite avec la nouvelle unité iconique en fait du Battle Tome. On le voit par rapport au fait qu'elles sont mises en avant au niveau des visuels, par le fait aussi bien évidemment que en termes de puissance, de synergie, elles sont mises justement au devant de la scène. Ça va être les Blood Sisters et les Blood Stalkers. On va bien sûr parler en premier des Blood Sisters qui sont jouables de 5 à 20 et qui sont à 130 points les 5, soit 520 points les 30. Ça bouge de 8 comme leur profil, ça a 2 points de vie, une sauvegarde à 5. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur elle? Là, on est sur le pendant corps à corps. Bah, baisse du coup en points d'une unité qui avait systématiquement été mise en comparaison avec les Witch ou les Sisters et qui jusqu'à présent perdait globalement cette comparaison et sur la mobilité et sur la létalité et qui là en fait les gagne partout parce que maintenant il valent à peine 10 points de plus que des Sisters. Les 10 Sisters, 10 points de vie, 120 points. 10 Bloodstalkers, 10 points de vie, 130 points. Pour ces 10 points d'écart, vous avez une attaque en plus. Vous avez un mouvement de 8. Il n'y avait pas la possibilité de courir et charger avec eux, mais maintenant, vu que vous avez l'Iron Scale, qui est indispensable si vous voulez jouer parce qu'il les transforme en ligne, vous avez la course et la charge, mais la course à 2d6, excuse-moi du bonus. Donc en fait, elles vont 1d6 plus loin sur la course, 2 pouces de base plus loin sur leur mouvement. Elles ont nativement une reine -1. Elles ont 3 attaques. Elles mettent des blessures mortelles de la même manière que les évocateurs Stormcast sur 3 pouces à unité à 3 pouces. Donc encore une fois, avec tout le sniping que ça peut t'apporter, je vais engager ton unité. Il y en a juste une qui va se déporter sur le pile-in, qui va venir se mettre à 3 pouces du héros buffer qui est derrière et je vais l'électrocuter en fin de phase. Elles ont 2 points de vie chacune. On verra qu'il y a quand même des moyens de les buffer, notamment avec la nouvelle prière du cœur de Khaine, qui fait qu'elles vont prendre -1 sur les dégâts quand elles vont se faire taper, ce qui va casser le séquençage de dégâts 2 ou dégâts 3. Franchement, cette unité est vraiment très bonne, elle a tout gagné en fait. Baisse de coût en points, augmentation de la létalité, le personnage qui les buff, qui est exceptionnel pour la course à 2d6 et la charge derrière, donc une projection énorme, et ils sont suffisamment forts en eux-mêmes pour ne pas avoir besoin d'accumuler
une prière, un brouet de sang et un rasoir mental. Parce qu'avant, le gameplay d'Author of Kane, c'était vraiment ça. C'était je prends mon unité, je lui mets le brouet de sang, Et catapulte. le rasoir mental, la prière, voire les prières. Ça m'est déjà arrivé de lancer 2, 3, 4 prières sur la même unité. Je la lance devant, elle fait le boulot, et en fait, tu faisais des vagues successives comme ça. Eux, ils peuvent partir tout seuls devant. Elle est extrêmement vite, quasiment chargée dès le T1. Et ils n'ont pas besoin, alors évidemment, s'ils ont des buffs, c'est mieux, mais ils en ont pas besoin. Parce que 3 attaques, 3+, Reine -1 de base, c'est très cohérent. Plus les BN qu'ils mettent, ils t'apportent une solution aux unités trop armurées en Faut face. juste imaginer que sans aucune synergie, à la limite, si jamais on a mis un perso à côté ou qui celui-ci s'est téléporté, même un perso générique, hein, et qui derrière il va claquer le PC générique, à 20, donc pour 520 points, elles vont balancer 60 attaques. Et si la nana elle a mis une blessure en tout cas au corps à corps, parce qu'elle aussi elle-même chargée, ils vont gagner une patate. On va Si pas... Moratti est au corps à corps, elles vont encore gagner une patate. Donc en fait, tu passes à 80. 100. Voire 100 attaques justement s'il y a Moratti plus la buffeuse. Pour 520 points, on va balancer donc 100 patates en 3+, reroll D1 pour un PC et on le fera si on a justement cet alignement des Ou au soleils. tour 3. Ou au tour 3 en effet. 3+, reroll D1, 3+, pour blesser, Reine -1, dégâts 1. Alors avec un rasoir mental, si tu charges, parce qu'avec cette Reine projection-là, -2, dégâts tu 2. charges, Reine -2, dégâts 2, à 2 pouces de range, donc sur des socs de 40 mm, t'as les deux qui vont taper. Très honnêtement, c'est la grosse galère. En fait, avant, elles perdaient la comparaison contre les Sisters, donc on n'en voyait pas. Aujourd'hui, elles sont très très loin devant, donc on va en jouer. C'est juste non. Genre- la voix qui a tremblé. J'en ai pas. Il va falloir que j'en prenne. Pour les mettre en comparaison d'ailleurs justement, compléter aussi son armée si on part sur une orientation plutôt serpentine et pas humanoïde, on va avoir les Bloodstalkers. Elles sont un petit peu plus chères, même configuration sont jouables de 5 à 20, par contre elles sont à 140, soit 560 points les 20, c'est clairement le même profil donc ça on va pas tellement en parler. Elles vont faire 2 tirs à 24 pouces en 3+, Reine -1, dégâts 1. Avec ce que tu as déjà dit tout à l'heure, Shaker, si le jet des touches non modifié d'une attaque est 6, alors ça sera une blessure mortelle à la place des dégâts normaux. Alors, je suis pas un grand fan des unités qui mettent sur toute la table des blessures mortelles sur des 6 pour blesser. Parce qu'en fait, cette unité n'a pas de défaut. Elle tire loin, parce que 24 pouces, c'est très correct. En bougeant de 8 surtout. En bougeant de 8, pour un petit PC si tu as besoin, en courant de 2d6 et en tirant derrière. En tirant et en face de héros si tu joues Moratti, et si tu en joues 20, tu joues Moratti, c'est indispensable, faut la rentabiliser. Donc tu vas mettre entre 40 et 80 tirs avec Moratti, avec une seule unité. 80 tirs qui te mettent des blessures mortelles sur des 6, en stats, ça fait 26 blessures à Reine -1 et 13 blessures mortelles. Donc ça fait quand même très mal. Alors certes, ça coûte un peu cher, mais ça fait quand même très mal. Il faut imaginer que là, par exemple, si tu les joues en Agnar, elles sont à côté de leur chaudron. Donc elles ont un Feel No Pain à 5, potentiellement relançable avec la prière. Elles ont une sauvegarde à 4. T'as quand même 40 PV dans le pack, donc tu les sors pas comme ça. T'as la petite Moratti qui rôde quand même autour, voir la Moratti énervée si t'as quelque chose d'un peu trop fort qui leur arrive dessus. C'est devenu une très très bonne unité de tir, alors qu'avant c'était totalement naze, hein. On n'en voyait jamais. C'est devenu une très bonne unité de tir, peut-être une un peu trop bonne unité de tir, et j'espère que va pas y avoir la tentation d'en jouer 2 packs avec Moratti, ou d'en jouer carrément sans Moratti 3 packs, parce que 3 packs le chaudron, l'Iron Scale, ça rentre. Hein. Et là tu joues tout dans le chaudron en Agnar, Feel No Pain à 5, Une pause. pas en une pause parce que tu n'arriveras pas à rentrer ça dans le bataillon, mais en gros, t'as un espèce d'œuf qui tire dans tous les sens. C'est pas le gameplay d'Author of Kane. Malheureusement, tu vas avoir la possibilité de le faire. Bon. À côté de ça, l'unité est jouable, très très jouable même, alors qu'elle l'était pas avant. C'est globalement, on va pas cracher dans la soupe non plus. C'est bien d'en jouer un pack, un demi-pack, et de se limiter à ça. Mais ça ouvre la porte aux choses débiles, Mais voilà. type ce qu'on voit avec les Et en lunettes. fait, le problème, c'est que ça ouvre la porte, encore une fois... C'est la page 99. Ouais, c'est pas 89. Ça ouvre la porte, malheureusement, à de l'alpha de tir T1 avec des blessures mortelles. Alors là, on a besoin d'une ligne de vue pour voir. Mais grosso modo, entre la portée et leur mouvement, leur possibilité de TP, par exemple, en cas des runs, ils vont où ils veulent. C'est une très bonne unité. Honnêtement, c'est une très bonne unité. Les 2 unités de Sarpon sont très fortes. Les 2 unités de Sarpon ont des synergies à mettre en place sur elles. Sur le tanking, plus que sur la létalité, parce que, entre guillemets, tous les buffs ne fonctionnent qu'au corps à corps. Donc, les Blood Sisters, oui. Les Bloodstalkers, non. Et encore heureux, ça aurait été dégénéré. Mais voilà, rien que la possibilité de les faire tirer 2 fois. Alors, il faut Moratti, mais t'as envie de jouer Moratti, on va pas se mentir. Ça en fait une unité qui est vraiment très très forte. On arrive aux 2 derniers profils de figurines, unités et non justement prières ou sorts persistants qu'on va voir juste après avec les Kinerai. Il y en a 2 types, les 2 sont jouables de 5 à 20 et comptent 80 points par tranche de 5, donc de 80 à 240 points, avec les Kinerai Lifestalker et les Kinerai Earth Renderer. Donc petite baisse de points sur les Earth Render, qui est la version tir, qui avant était à 90 est repassé à 80, donc ça fait plaisir. La différence entre les 2 unités, donc ces 2 unités qui restent en frappe en profondeur, qui peuvent arriver à 9 pouces de l'adversaire. Ceux de corps à corps
En fait, quand ils chargent après être arrivés du ciel, c'est comme des lances de cavalerie classiques, tu as des bonus pour blesser et des bonus à la rend. Et après avoir tapé au corps à corps, ils peuvent se sauver. Donc ça peut faire une unité de harcèlement très efficace sur 4+, tu bases pas ta stratégie dessus, mais quand ça passe, c'est toujours bien. Parce que mine de rien, ça assassine un perso, et si ça peut aller prendre un objectif ou se recacher dans un décor, t'es content. La version qui est quand même un peu meilleure en termes de jeu, c'est la version Earthrender, donc ceux qui tirent. Avec les javelines barbelées, ouais. Voilà, eux quand ils descendent du ciel, c'est Rennes-2 sur la javeline, donc en termes de sniping et d'assassinat, c'est quand même très correct. Et leur grosse règle, c'est que sur 4+, après avoir tiré, ils peuvent bouger de 6 pouces. Donc t'arrives à 9 de l'ennemi, tu tires au javelot, sur du 4+, tu te rapproches, et après derrière tu fais une charge auto, quoi. Enfin, Soit tu fais une charge quasiment automatique, mais comme tu relances tes jets en Daughter of Cain de 1, à moins de faire double 1, relance double 1, ta charge elle passe. C'est pas des brutes au corps à corps, mais mine de rien... T'es pas obligé de charger, tu peux aller voler un objectif. Voilà, c'est ça, tu peux aller voler un objectif, tu peux descendre. Moi ça m'est déjà arrivé de descendre sur 5 Stormcast, en tuer 2 au tir, les charger, en tuer 0, il m'en a tué 0, je suis 5, il est 3, je prends l'objet, voilà. Donc c'est quand même une très bonne unité de prise de points. C'est une belle unité de prise de points, dont le coup en point a été révisé dans le bon sens, c'est très agréable. On enchaîne ensuite avec quand même une très bonne surprise dans la manière dont ça a été amené, parce qu'on a tous été surpris déjà qu'il y ait un Battletome de Tower of Cain, et d'avoir justement une boîte avec des sorts persistants ou des prières persistantes, un petit peu à la manière des Fire Slayer, donc c'est vraiment cool. On n'aurait pas dit non à un décor, mais c'est pas grave, on va prendre ce qu'on a. Ça va, t'auras ça dans 2 mois pour le prochain bouquin. On va donc commencer par le Bouldrake Viper, qui lui vaut 40 points. Alors, quand le sort a été leak, il y a eu un phénomène d'enflammade sur un sort exceptionnel, et en fait, en réalité, il n'est pas si bien que ça. Alors, sur le papier, c'est un sort prédateur, donc en fait, vous allez le placer à 9 pouces du sorcier qu'il a invoqué. Sur du 7 ? Sur du 7, c'est ça le problème, et après, il va rebouger de 9. Une fois qu'il s'est déplacé, vous choisissez une unité à 1 pouce de lui, ce qui est très court, vous jetez 3 dés, et pour chaque dé supérieur au point de vie de la figurine, vous la tuez. Donc en fait, ça vous tue 3 archers luminettes, par exemple, ou ça snipe statistiquement un héros à 5 points de vie, c'est ça qui est bien. Voilà. Le gros défaut, c'est sa mise en place, en fait. C'est-à-dire que ce sort est très fort sur le papier, et c'est pour ça qu'il ne vaut que 40 points. Parce que 18, c'est pas si long que ça comme portée, et encore une fois, ça va devoir être mis sur le ou la sorcière de votre armée, qui a quand même vachement envie de lancer son rasoir mental, qui a plus autant de fiabilisateurs, donc le sort est fort, mais il est dur à mettre en place. Donc il est cohérent pour son coup en point, il n'est pas broken. Là où tu dis qu'il est difficile à mettre en place, t'as parlé de la valeur lancement, mais c'est pas que ça. C'est que, encore une fois, un sort persistant n'a pas le droit de surpasser les socles des autres figurines. Oui. Donc en fait, pour qu'il soit à 1 pouce, il suffit de l'entourer, mais même pas bien, ouais. Et en fait, le mec ne pourra pas mettre son socle à 1 pouce. C'est ça, donc il a quand même un gros cul, le socle, donc c'est fort. Parce que l'effet est fort, hein, ça tue 3 Earthguard Berserker, ce genre de choses, pour 40 points, c'est bien. Mais c'est pas broken, parce que c'est dur à mettre en place, et c'est pas facile à lancer. Voilà. Et c'est pas un sort que tu peux lancer en plus d'un sort normal, c'est à la place de ton lancement de sort. Et comme t'as que, à part Morati, t'as que des sorciers niveau 1, si tu lances ça, tu lances pas un rasoir mental, ou tu lances pas un mouvement de 16, ou tu lances pas ce genre de choses. Donc c'est un choix. Si l'adversaire planque ses persos, tu les sniperas jamais, parce que sur le papier c'est génial, tu te dis oui, je vais tuer le prêtre skink. Le prêtre skink, il est au milieu de 40 skinks, et jamais tu le touches. Voilà. Donc, dépendamment de l'armée que tu vas avoir en face, c'est bien sur de l'armuré, par exemple. Moi, mon premier réflexe, c'est j'ai des Earthguard Berserker, j'ai des Alarites de la montagne avec leur cercle à 2, ignore la reine -1, -15 pour être touché, tout ce qu'ils veulent. 3+, et ils sont morts. Voilà. Donc, ça a cet effet-là. C'est OK pour 40 points. Je le rentre dans les listes que si réellement j'ai 40 points à dépenser. Voilà. Pas 50, parce que 50, je prends le PC. Si j'ai 40 points, je le prends. Le grand gagnant de ce sort-là, c'est le Kémiste, Caradon, avec son sort en bouteille. Parce que lui, pour le coup, il est très content de le prendre. Parce que t'as plus le problème de 18 pouces de portée. Hein. Lui, il va arriver de son bateau, il va te balancer ça à l'autre bout de la terre en face de héros, et à moins que t'aies vraiment très entouré tes persos, il va te sniper à peu près ce qu'il veut. En doc, c'est bien. Je suis content de l'avoir, mais c'est pas un auto-inclus. Et c'est clairement pas broken. On passe ensuite au Blade Wind, qui lui aussi vaut 40 points. Alors c'est cohérent pour 40 points, encore une fois, c'est un sort prédateur. Donc lui, il va se setup à 9, donc comme le serpent, par contre, il va bouger à 12, et toutes les unités qu'il aura survolées, ou les unités autour à 1 pouce de lui quand il aura fini son mouvement, encore une fois il a un gros socle, vont prendre des 3 BM. Donc appréciable de prendre des 3 BM. Et il y a un petit effet qui se coule qui va faire sauter le couvert des unités adverses. Alors dépendamment de la table sur laquelle vous jouez, etc., ça va plus ou moins servir, mais dans tous les cas, qui dit couvert dit plus 1 en sauvegarde pour l'adversaire. En Daughter of Cain, t'as quand même pas tant de reines que ça. Les grosses sauvegardes sont un problème. Donc potentiellement enlever ça, c'est sympa. Mais pour 40 points, faire un petit volume de blessures mortelles, sur par exemple un Bloodwrack Shrine qui va déjà mettre des blessures mortelles,
La méduse dessus étant un sorcier, elle peut le lancer, il va quand même plus loin que le serpent. Au final, il va faire plus de volume de dégâts stable que le serpent pour le même coup en point. Pour 40 points, tu ne trouves pas ça quand même très fort de se dire que tu vas globalement se toucher entre 2 et 3, voire peut-être 4 unités à voir, hein, derrière, ça veut dire automatiquement faire des 3 unités, des 3 mortels sur chacune d'elles, 2 BM sur chacune d'elles stats, c'est très fort. C'est bien, mais quand tu regardes les autres Endless Spells qui te font à peu près la même chose, que ce soit les Geminid ou la Burning Head ou ce genre de choses, eux sont entre 50 et 30 points. Je vais pas te jeter la pierre, pour 30 points, j'ai plus 2 à tous mes sorts. Voilà. Mais en fait, Mais les deux sont cohérents, mais par rapport au ressenti initial Serpent Bladewin, encore une fois, c'est que mon avis, j'ai tendance à 8, voire peut-être mettre le Bladewin un tout petit peu au-dessus, parce que je pense plus stable dans sa globalité. Voilà. Il va arriver, il va faire quelque chose, et même si après il est dissipé ou que on prend le tour, et on prendra le tour en Daughter of Kain, et du coup comme c'est un sort persistant, l'adversaire l'emmène loin, il aura toujours fait quelque chose, et le petit effet qui se coule sur les couverts, il est quand même bon à prendre. Donc il est potentiellement moins game breaker que le serpent à première lecture, mais je pense qu'il est quand même plus facile à mettre en place sur le champ de bataille. Et pour finir, on va avoir le Heart of Fury, qui lui vaut 80 points par contre. Alors ça c'est fort. Ça c'est fort, alors c'est cher, mais c'est vraiment très fort. Donc c'est une endless... Mais c'est cher. Mais c'est fort, mais c'est cher, mais c'est fort. C'est une prière, donc pas dissipable. Après, c'est comme les Firesteller ou Korn, c'est-à-dire qu'à la fin du tour, la prière va se dissiper. De 1 à 3, elle va s'en aller toute seule à la fin du tour, sachant que s'il y a une prêtresse d'Author of Kain à côté, on va avoir +1 sur ce jet de dés-là. Donc elle est mine de rien assez fiable. Et en fait, ça va créer une zone d'effet à 12 pouces autour d'elle, donc c'est une prière qui ne bouge pas. Et toutes les unités d'Author of Kain qui vont être ciblées à l'intérieur de cette zone, -1 sur les dégâts, ce qui est assez unique. Ça fait penser à ce qu'étaient avant les Stonehorn des Frostlords. Et le problème, c'est qu'encore une fois, on voit vraiment arriver la grosse tortue, Agnar, Philopane à 5, cette prière-là, autour du chaudron, avec les archers dedans. Mais globalement, c'est parce qu'en fait, ça ne bouge pas. Cette endless prière ne bouge pas. Donc tu la poses et tu te tankes à l'intérieur. Mais l'effet est quand même très fort. Voilà. Donc 80 points, est-ce que ça va rentrer dans les listes ou pas? Dans les listes génériques, je ne pense pas. Parce qu'encore une fois, ton but, c'est de partir partout et pas forcément de rester dans une bulle. Mais si tu décides de jouer des unités de tir qui, elles, n'ont pas besoin de bouger partout en Agnar, où tu vas rester à 12 pouces de ton général, etc., franchement, c'est un complément à cette liste qui est très appréciable. Donc c'est plutôt ça la grosse surprise pour moi, plutôt que le serpent. Il nous reste à parler maintenant qu'on a une vision plus globale du Battletome des différents bataillons. On rappelle, un bataillon, on va le payer en points, ça va vous octroyer un petit PC gratuit, donc un point de commandement gratuit au début de la partie. Et en plus de ça, vous allez diminuer le nombre de pauses drastiquement, puisque les figurines qu'on va avoir dedans vont pouvoir être mis en une pause. On rappelle aussi que si jamais vous voulez, vous pouvez très bien diviser ce nombre de pauses en autant de pauses que vous voulez. Ces différents bataillons vont coûter entre 120 et 140 points. On commence par le garde du chaudron, qui va te permettre d'ajouter un au jet de course et de charge des unités, à savoir que ça doit correspondre à une Hack Queen, 2 unités de Witch et 2 unités de Kinerai, les Lifestalkers. Donc, bataillon assez classique, il n'a pas changé. En fait, les bataillons n'ont pas changé. On a ceux de l'ancien Battletome et on a ceux qui sont arrivés dans Broken Ring Morathi. Donc, il y a la garde du chaudron qui est, on va dire, le bataillon Fury, avec 2 unités de Fury, 2 unités de Kinerai de corps à corps et une Hack Queen. Globalement, tu as des buffs et tu as des petits avantages sur la charge. C'est un bataillon qui est correct, qui vaut son coup en point, qui va te donner division des pauses, son CP, son artefact. Il était OK avant. Aujourd'hui, c'est quand même un des bataillons qui a le plus perdu, avec celui qui va arriver derrière, qui était un des gros auto-includes de l'armée d'Author of Kain et qui aujourd'hui n'a quasiment plus aucun intérêt. Je pense que tu iras plutôt chercher les nouveaux bataillons de Broken Ring Morathi qui sont plus dans l'air du temps de ce que sont les Daughter of Kain avec les serpents. Yes, puisque celui de la presse, c'est le trou des massacres, qui te demande de jouer une Slaughter, 2 unités de Sister, 2 unités de Kinerai Earthsender, donc les tireurs, et qui te permet de désengager et tirer et ou charger. Alors, et on l'a vu qu'en fait, il y a un temple qui te permet de le faire nativement. C'est ça. En fait, c'était vraiment bien. C'était un bataillon qui était la colonne vertébrale des armées d'Author of Kain parce que tu rentrais tout ce que tu avais dans ton armée. Tu avais tes 2 unités de Kinerai, tu avais tes 2 unités de Sister. Aujourd'hui, les 2 unités de Sister, c'est déjà 120 points en plus sur la liste. Alors, un peu compensé par la baisse de la Slaughter Queen, mais tu prends quand même des points en plus. Pour un bonus qu'un temple, qui est déjà très fort par ailleurs, te donne gratuitement. Donc, en fait, je pense que ce bataillon n'a plus aucun sens. Il en avait déjà un peu moins quand tu ne retraitais pas et chargeais pas avec les Sisters, parce qu'en fait, elles faisaient juste retraite et pile-in. Mais c'était bien de le faire avec le chaudron. Maintenant, tu as un temple qui te le donne, y compris sur ta Morathi et tout. Donc, voilà, celui-là, il existe, il est toujours OK, mais en fait, en fonction de la sous-allégeance que vous allez prendre, dans la crate par exemple, pourquoi pas? Yes. Ensuite, on va avoir la patrouille de l'ombre qui demande 2 Doomfire Warlock, qui a 4 unités de Kinerai Harpy, mais qui va te dire que au lieu de bouger, tu peux te téléporter à 9 pouces de l'ennemi. Ouais, bah c'est pas bon. Voilà. Parce qu'en fait, la composition du bataillon est mauvaise, le bataillon vaut cher, et
La téléportation, c'était marrant, mais maintenant on a Celeborn qui nous téléporte, on a les Shadow Stalkers qui se téléportent tout seuls, et très honnêtement, les Doomfire Warlocks sont devenus encore moins bons que ce qu'ils étaient déjà. Donc celui-là. On va passer tout de suite à un qui est plutôt séduisant, c'est le Moir Shabbat, puisque lui, il va t'immuniser au test de déroute, et qui va te demander d'avoir un Blood Drak Medusa ou la Medusa Iron Scale, donc en fait celle de la boîte, 1 à 4 unités de Blood Sister, 1 à 2 unités de Blood Stalker, et 0 à 2 unités de Kinerai Harpy, si tu veux aller faire justement du harcèlement. Ouais, bah t'es content parce qu'en fait, si tu décides de ne pas jouer Morathi, tu joues systématiquement ce bataillon, parce qu'en fait, si tu joues Melusai, tu as toute ton armée en une pause. Tu as le héros qui te transforme les 2 unités de serpent en ligne, t'es content, et après t'as suffisamment de panachage de choix, de 4 à 6 unités, tu peux mettre ce que tu veux dedans, très honnêtement, ce bataillon est très bien. Et en plus, l'aptitude globale du bataillon, en plus de faire que ton armée est en une seule pause, et mine de rien, t'es quand même une ligne braverie sur toutes tes figurines, t'es quand même Qui ont content, 2 PV, quoi. qui coûtent assez cher, Voilà. c'est très correct. Donc c'est très bien celui-là. Yes, ensuite on va avoir la garde vipérienne justement qui elle vient de Broken Realms avec dedans Morathi, une Queen, une unité de Blood Drak Medusae ou de Medusa Iron Scale et 2 à 3 unités de Blood Sister ou de Blood Stalker. Une fois par bataille, un héros de ce bataillon peut utiliser une aptitude de commandement sans dépenser de PC. Ah, c'est pareil, c'est l'armée en une seule pause. En fait, avant, le fait que les Stalkers ne puissent pas devenir des lignes, bah, faisait que l'armée passait pas, parce qu'il fallait forcément que tu prennes ta 3e unité à côté. Là, tu peux avoir ton héros qui transforme tes 3 unités en ligne, les 3 unités que tu as envie, et Morathi en une pause. Mes premiers tests, ça va partir là-dessus. Hein. Ça va être Morathi, Iron Scale, Medusa et 3 unités de serpent, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Et mine de rien, il te donne un point de commandement, et il te permet d'utiliser une nouvelle aptitude de commandement gratuite, sachant que la petite Morathi est quand même très consommatrice en point de commandement, c'est un vrai bon bonus. Et puis le une pause, il fait très plaisir. Et puis l'artefact, c'est fait encore. Et puis l'artefact, voilà. C'était ça la liste avant, hein. C'était ça en Celeborn. Parce que la blague en face de héros. Aujourd'hui, la blague en face de héros n'existe plus, mais le une pause, il fait quand même vraiment très plaisir. Et pour terminer, on va avoir la sororité du temple. Ça va te demander 2 Blood Drak Shrine, 2 unités de Blood Sister ou de Blood Stalker selon n'importe quelle combinaison, et 2 unités de Kinerai Harpy. Et ça va tout simplement te permettre de faire amener une figurine à la vie, ou en tout cas de soigner un petit peu de PV, mais celui-là est vraiment pas ouf. Bah en fait, sa composition était mauvaise quand on a fait la review de Broken Realm Morathi, ne l'est plus parce que le Blood Drak Shrine est nettement meilleur que ce qu'il était avant, mais le problème c'est que les effets sont pas fous. En fait, t'as pas envie d'aller chercher autant de taxes, même si les unités sont correctes en elles-mêmes, t'as pas envie d'aller chercher 2 Blood Shrine pour avoir un effet qui est très franchement anecdotique. Les deux du dessus ont des effets bien meilleurs, des compositions bien meilleures et sont en une pause. Ils sont quand même nettement meilleurs. On a fait le tour de ce qui fait justement les nouvelles d'Author of Cain. Le premier aspect, c'est en effet l'ancien moule de l'armée n'est plus le même. Sauf qu'aujourd'hui, vraiment, quelqu'un qui découvrirait ce Battle Tome va vraiment kiffer. Il va pouvoir jouer globalement par petits packs, on va dire, les Sisters et les Witch pour avoir des cordons. Et justement, il va pouvoir jouer les figurines qui, à mon avis, l'ont redirigé vers cette armée en pouvant les buffer et en le rendant très compétitif avec justement toutes les figurines serpentines. Et il pourra jouer Morathi. Donc pour le coup, tout semble relativement équilibré. On regrette cette fois-ci la page 99 qui peut avoir une déviance sur le fait d'avoir une liste où tour 1, je te tire à 24 plus 8 et je t'ai défonce et voilà, et ça c'est très frustrant. Et potentiellement 2d6 de plus sur la course. Exactement. Maintenant, au contraire, finalement, je comprends que les joueurs aujourd'hui, et il y a une vague de haine aujourd'hui, en tout cas des anciens joueurs sur Internet contre ce Battle Tome, mais objectivement, je le trouve très bon. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait, aussi bien pour l'aspect artistique, l'aspect vraiment éditorial du livre, et aussi l'aspect gameplay, même si ça manque de garde-fou, encore une fois, sur la page 99. Toi, en acceptant justement de changer les lunettes de l'ancien au nouveau Pride d'Author of Cain, justement, quelle est ta critique? En fait, ça a été assez dur justement de faire cet exercice-là. J'aurais préféré prendre un coup de zapette à la Man in Black pour redécouvrir le Battle Tome sans me dire je l'ai joué 300 fois cette liste. Ça fait 3 ans que je joue quasiment que d'Author of Cain. À chaque ligne, je comparais à avant. Mais en fait, en le découvrant en soi, il est globalement équilibré. Il est relativement cohérent. Il y a une unité qui semble un tout petit peu au-dessus, ou 2 unités qui semblent un tout petit peu au-dessus, mais qui sont pas à des années-lumière comme peuvent l'être les caméléons, comme les salamandres, les archers luminettes ou ce genre de choses. Le Battle Tome est clairement pas top tier. Mais c'est un Battle Tome qui est ok. Qui est du niveau, je pense, de Korn, qui est du niveau de Iron Joe. Tu vas faire des parties de corps à corps, tu vas te battre, tu vas continuer à te faire laver la tronche par les armées de tir. Mais le Battle Tome est agréable à jouer, je pense, quand tu le découvres. Quand tu avais toute la connaissance de tout ce que tu pouvais faire avant en termes de tricks de mouvement, etc., t'as quand même, moi j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de saveur, et c'est ça vraiment qui me plaisait dans le Author of Cain. Maintenant, le nouveau sous-temple qui permet à toute l'armée de jouer la savonnette dans tous les sens,
la possibilité de faire des courses à 2d6, la possibilité avec une autre agence de TP, les endless spells qui rajoutent quand même quelque chose, parce que même s'ils sont pas exceptionnels, ils sont quand même très corrects, et avant on n'en avait pas, donc ça rajoute quand même quelque chose. La nouvelle Moratti qui t'apporte quand même beaucoup de stabilité, qui t'apporte le fait de ne pas avoir à choisir entre taper fort et buffer, tu vas faire les deux, etc. Je pense que le Battletome reste plaisant à jouer, même s'il a plus son côté je vais sniper partout, qui était quand même très gratifiant avant. Quand tu te lances dans AOS et que tu découvres Daughter of Kain, je pense que le Battletome il est franchement très très bien et il est équilibré. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un Battletome où tu en sors en disant ok, c'est un bon BT, il n'est pas broken, il n'est pas nul, tu as plusieurs options de jeu. T'as pas 3 War Scroll dans le bataillon, enfin dans le Battletome, c'est cool. J'avais un sourire un petit peu non dissimulé quand tu parlais de tout ça, justement sur l'équilibrage, tout ça. C'est exactement ça. Le Battletome, il est foncièrement sain dans un contexte sain. Le problème aujourd'hui, c'est les aberrations, les Lumineth en font partie, ainsi de suite. Maintenant, encore une fois, avec l'arrivée des Broken Realms, on se doute clairement qu'on va avoir une nouvelle version et que comme pour beaucoup, et c'est le passé qui nous l'apprend, les codex et Battletome qui sortent quelques mois avant une éventuelle nouvelle édition sont écrits pour cette nouvelle moulure. Et donc, on peut aussi clairement imaginer qu'il ne s'épanouira que dans quelques mois, dans un nouveau contexte, dans un contexte qui se... Quoi ? Petite fleur. Exactement. Dans un contexte qui pénalisera le tir au profit du corps à corps. Pas forcément dans la létalité, mais dans le contrôle de ce que tu fais à l'autre. Et ainsi de suite. Et pour ça, on commence clairement à voir qu'il a les outils pour ça. Et donc, que ça en fait quand même un beau Battletome. Après, t'as quand même les fondamentaux qui sont là. T'as des lignes qui sont bonnes. Alors, pas forcément les lignes de base, mais tu prends héros, tu transformes ces unités qui ne sont pas des lignes en lignes. Donc, t'as des bonnes lignes. Base d'un bon Battletome, bonne ligne. Bon bataillon, bon buff. Mobile, jeu de mouvement. Mobile. Alors pour le coup, l'armée, si tu sacrifies le buff, elle reste aussi mobile qu'avant, voire même encore plus, parce que tu as les petites merveilles qui TP partout, les Kinera, ils vont revenir, je pense, un peu au goût du jour, tu as quand même une sous-allégeance qui permet d'en invoquer gratuite, donc tu es content de la prendre, tu retreat et tu vas charger dans tous les sens, c'est vraiment bien. En fait, l'équilibre va être à trouver entre, je te parle même pas du blocus défensif, je mets tout dans un rayon de 12, tout est hyper buffé et ça tire. Mais est-ce que tu vas choisir de maintenir tes bulles et de buffer? Est-ce que tu vas choisir de partir à l'abordage? Et en fait, c'est la recherche de ce timing-là. Parce que je pense qu'il y a moyen de faire les deux, mais c'est compliqué à mettre en place, mais je pense qu'il y a moyen de faire les deux. Ouais, ça va être vraiment ça, la recherche. Et mine de rien, j'en attendais un souffle nouveau pour le Daughter of Kain. À première lecture, je me suis dit, je l'ai pas eu. Ils ont remis les règles avec les Wily Within, etc. Ils ont mis le label V2 sur un Battletome qui était quand même V1. Et j'ai pas tant de nouveautés que ça. Mais mine de rien, le gameplay change suffisamment pour relancer de l'intérêt sur, je t'ai dit, une armée que j'ai pratiquée énormément et au final, que je joue en pilote automatique. Maintenant, c'est clairement plus le cas. L'armée ne se jouera plus comme elle se jouait avant. Ça apporte quand même quelque chose. Et ils ont tué l'espèce d'aberration qui a vécu pendant 2 mois. Le Kyle Lebron va archer, je te rase tout en face de héros, qui n'était pas intéressante comme un list et c'est bien qu'elle a disparu ça. D'accord, écoute, en tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu pour un Battletome review, chose qui n'a pas été faite depuis pas mal de temps. Mon bébé. Mon bébé. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter Fred Choi Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.